Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le salon tactique. Avant-dernier épisode, limite, je crois, si je dis pas... Non, pas avant-dernier, non, il reste les demi, j'ai failli oublier. Dans ma tête, on était limite après, derrière, en finale. Un des derniers épisodes, par contre, ça c'est sûr. Excusez-moi, c'est les émotions d'une journée chargée pour moi. Avec France-Angleterre, Maroc-Portugal, une journée où le football nous a fait vivre encore des émotions fabuleuses après hier, fort en scénario, fort en intensité, fort en émotion. Et pour ma part, je suis ravi de vous présenter ça ce soir avec Monsieur Dan Perez. Comment vas-tu? Salut Zach, ça va bien. Comme tu as très bien décrit, t'as très bien décrit la journée. Beaucoup d'émotions. Vraiment, j'ai très bien décrit la journée, mais ça a été un match fort en émotion de mon côté. Monsieur Raphaël Cosmidis, comment ça a été le match de ton côté? Ça a été bien, ça a été bien. On était inquiet avec Dan, on l'avait dit, et je pense que tout le monde a été inquiet à un moment du match. La France a réussi pardon, à s'en sortir. Et on va Ouais, débriefer tout ça. Mais le match du Maroc aussi, il faudra en parler, parce qu'il s'est passé plein de belles choses sur ce match-là, et pas forcément les mêmes que sur les matchs précédents du Maroc. Donc tout va très bien. Et vous voyez, on avait fait un gros débat sur les tirs au but hier avec Dan. Et c'est vrai. aujourd'hui en Coupe de Paris, mes petits ont été éliminés au tir au but. À force de parler, le l'univers m'a puni. Voilà. Et Les surtout, durs Kane a visé le haut du but comme tu l'avais demandé et il a tiré au-dessus. Ouais, non, mais voilà. Je suis plus sur mes appuis là. J'ai été vraiment perturbé par cette journée. Heureusement, la France et le Maroc, que je supportais plus que le Portugal, sont passés, et une équipe de façon peut-être plus logique que l'autre et pas celle qu'on attendait. Donc une journée pleine d'enseignements et de choses à dire. T'as pu entendre, je suppose, des bruits vers chez toi. Ah bien sûr, à Clichy là, c'est si vous voulez, je fais un reportage terrain, je sors avec mon micro, je vais interroger tout le monde. J'ai l'impression que la population de Clichy est devenue à 88 marocaine. Il y a énormément de monde qui fête, il y a des feux d'artifice, tirs de mortier, du monde dans la rue, des drapeaux partout, non, il y a une grosse ambiance. Les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, là, c'est là, ça s'est un peu Ça y va. calmé, mais pendant tout le match de la France, c'était encore, la fête. Ouais, une belle soirée, en France. Eh ben écoutez les amis, on va débriefer ça, on va discuter directement du match, on va entrer dans le vif du sujet. Double stress pour ma part, Maroc-Portugal à 16h, on va en discuter un peu après, suivi de France-Angleterre, un match gagné dans la difficulté. Le penalty raté d'Harry Kane, un très bon match du côté des Anglais. Qui ont largement dominé l'équipe de France pendant une large partie du match. Euh, une équipe de France dans la difficulté qui a eu à des moments de vrais coups durs, de vraies également failles qui ont été observées, des failles peut-être un petit peu à des moments défensifs. Un Kylian Mbappé qui n'a pas du tout eu l'influence qu'on aurait pu attendre de sa part, qui a été très bien gardé. Mais au global, une équipe d'Angleterre qui sera tombée face à un Lloris de gala, une défense qui aura quand même été un peu solide malgré quelques failles ici et là. Je pense notamment à la faute de Théo Hernandez et quelques aussi erreurs du Pamecano en début de match face à Harry Kane qui, selon moi, est l'homme du match, mais on en discutera malgré la défaite. Et sincèrement, une équipe de France qui réussit à gagner et à passer en demi-finale. Monsieur Dan Perez, vos sentiments sur ce match, vos sentiments les plus primaires. Et écoute, hier, on avait constaté à quel point la Coupe du Monde était, et on en avait parlé, à quel point ces matchs-là étaient des matchs, à la fois des matchs de moment et des matchs qui appartenaient aux joueurs beaucoup. Et hier, par exemple, on a vu Messi inventer une passe dingue à 3 contre, alors que l'Argentine a attaqué à 3 contre 6 sur l'action. Là, Ouais, le score commence à évoluer sur une frappe de 26 mètres de Tchouaméni qui passe entre les jambes de Bellingham, qui arrive petit filet. Tu te dis, bon, OK, ça y est, on y est encore, quoi. Il y a encore confirmation. Heu, c'est les joueurs qui sont le plus à la hauteur de l'événement qui vont le faire basculer. Et la deuxième chose, hem, on a encore vu, l'importance de pour une équipe de sanctionner sur ses temps forts. L'équipe de France a eu un tout petit temps fort en deuxième mi-temps, elle a marqué sur un but pour le coup, sur on va dire une vraie occasion, même si voilà, c'est un renvoi d'un corner, mais autant sur Tchouaméni, il y avait pas un énorme décalage au départ de la frappe, autant sur le but de Giroud, voilà, c'est une vraie occasion, c'est bien joué. Heu
Mais sinon, oui, la France, au bout d'un moment, c'est une marque de fabrique, hein, quand tu es une Mmh. équipe comme ça qui arrive à, à passer beaucoup de temps en train de subir, à vivre différentes phases du match et surtout des phases où tu es proche de ta surface, mais finalement, tu concèdes pas des gigantesques occasions. On a deux trois souvenirs de Loris, mais tu te fais pas non plus pilonner. D'ailleurs, on le verra sur les positions de frappe et sur les XG. Et dernière chose, tu as le péno, voilà, en plus, tu as le péno qui tourne avec toi, Kane qui manque le deuxième. Donc à la fois, c'est compliqué à analyser structurellement, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, et à la fois, on a encore confirmation que, bah, même si structurellement, tu peux imaginer tout un tas de choses, à un moment, il y a la capacité des joueurs à faire le geste décisif au moment clé qui fait la différence. Le roseau qui plie mais ne rompt pas. Ouais, c'est ça, c'est Est-ce ça. qu'on pourrait décrire un peu l'équipe comme ça? À ton avis, Ouais, Dan? ouais, C'était une ouais. question, c'est Ouais. ça, monsieur. Ouais, 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 bah, on peut et puis c'est aussi une équipe qui je pense que les différentes absences, c'est-à-dire Pogba, Kanté, Benzema, ont remis, en fait, ont permis, si elles ont eu un seul avantage, c'est qu'elles ont permis à l'équipe de France, aux joueurs de l'équipe de France de se remettre dans une position, d'équipe, normale. Certes prétendante au titre, mais pas, la grosse armada qui arrive championne en titre. Et pourquoi ça me paraît important? Et après Raph, je te laisse la parole. Pourquoi ça me paraît important? Parce que ça met tout le monde dans des dispositions où tu es en capacité de subir, où tu te mets en capacité de défendre. On a vu Griezmann, mais faire un match défensif encore, mais monstrueux, faire des couvertures dans le dos de Koundé, enfin des trucs incroyables. Et donc, pour être dans ces dispositions mentales, tu as besoin aussi de pas te dire que tu es l'équipe archi-dominante, l'armada qui va écraser tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et l'équipe de France, avec Deschamps, arrive à chaque fois à se remettre dans ces dispositions-là, alors elle peut être favorite, et cetera, une des favorites du mondial. Bah non, ils arrivent à faire un match où ils se mettent tous chiffon et parce que c'est absolument nécessaire en plus dans cette équipe, vu la manière dont elle défend aussi. Donc, Monsieur Raphaël, écoute, ouais. Vas-y, Raph. Non, oui, ouais, enfin, si je devais retenir, une chose de ce match avant qu'on passe à la suite, et faudra dire que tout n'est pas tactique sur ce match, que finalement non, loin de là. peu de choses se sont concrétisées sur ce plan-là. Il y a beaucoup de choses à dire sur le plan tactique, mais que le match ne s'est pas gagné et perdu forcément dans ces endroits-là. Mais moi, ça m'avait fait penser quand j'ai vu ce match de l'Angleterre, aussi à celui des Pays-Bas, où tu vois, Dan, quand l'Angleterre égalise, et je crois que Zach nous entend à nouveau aussi, mais je me suis dit quand Je vous l'Angleterre a entends, je vous entends. En égalisé fait, j'ai quelqu'un de côté, je vous entends. je me suis dit quand l'Angleterre a égalisé avec la dynamique, le momentum, ils vont appuyer et ils ont pas appuyé. Ils ont un peu rendu la balle à la France, comme les Pays-Bas ont rendu la balle à l'Argentine après avoir égalisé. Et ça, c'est une tendance de ce mondial quand même. On l'a dit, ça fait 10 fois qu'on le dit. En fait, quand une équipe remet dans le match par le score, souvent à nouveau, elle rouvre une porte à l'adversaire depuis le début du mondial. Il n'y a pas d'équipe Ouais. qui revienne au score, qui passe devant et qui appuie, 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 appuie. Alors, est-ce que c'est une question physique? Est-ce que c'est une question psychologique? Est-ce qu'il y a un peu des deux parties? Mais ça a encore beaucoup joué parce que quand l'Angleterre revient, tu te dis quand même, vu la dynamique, c'est compliqué quoi. Ça faisait, 40-50 minutes que la France ne faisait plus grand chose sur le terrain et puis, bah, la France prend ce but-là et tu as 2-3 occasions dans les 10 et 15 minutes derrière. Tu as la frappe de Giroud qui mène au corner, tu as la frappe de Rabiot, puis tu as le but de Giroud, alors que la France ne faisait plus rien et ça, c'est aussi une tendance de ce mondial. Je sais pas si c'est un choix ou si c'est inconscient de la part des équipes, de pas appuyer dans le moment où elles ont des temps forts, où elles ont un momentum. Ça, c'est ce qui m'intrigue beaucoup sur ce mondial et je pense que l'Angleterre s'en voudra peut-être de pas avoir enchaîné après avoir égalisé parce qu'ils étaient, vraiment au-dessus sur cette partie-là du match. Et on peut dire aussi Moi, il y a un truc. justement que Vas-y. non, non, excuse-moi Zach, mais on peut dire justement que, la France est allée un peu plus chercher après le but. Enfin, je veux dire, ça les a un peu réveillés et il y a juste après le but, il y a 3-4 fois où ils arrivent à faire une récupération haute et ça commence à un peu, enfin, dès le but de l'égalisation, il y a une espèce de switch qui va pas durer, hein, bien sûr, mais c'est à mon avis, c'est aussi lié à ça. Vas-y Zach. Moi, il y a un truc quand même qui m'a un petit peu marqué dans ce match avec vous, pour être honnête avec vous, c'est que
et là, on en revient à un truc qu'on dit souvent, c'est vraiment marquant à quel point le scénario du match va conditionner ce que l'équipe va faire, et donc du coup va la faire reculer ou va la faire réussir plus ou moins à jouer quelques coups. J'ai trouvé que Bukayo Saka nous a fait énormément de mal dans tout ce qu'il a fait de son côté, etc. Avec les différentes combinaisons qu'il a pu trouver, tous les ballons qu'il a pu avoir, tous les petits dribbles également qu'il a pu passer. Et franchement, au-delà de ça, ça a été une équipe de France, je trouve, un petit peu dans la difficulté une longue partie du match. Et je pense que ça s'explique également par des Anglais qui ont réussi à, je trouve, un petit peu fermer les côtés et à laisser et à museler un peu Giroud dans l'axe. Tu vois, j'ai l'impression que Giroud, il a été un petit peu muselé dans l'axe, que les côtés ont été pris en 2v1 constant. Dembélé, Mbappé ont souvent été en 2v1 constant. Et pour moi, par exemple, l'occasion de Rabiot, elle vient d'un de ces moments où dans l'axe, ça a pu être un petit peu plus ouvert. Et c'est une des remarques que je m'étais fait. Je m'étais dit, ouais, les côtés sont très bien pris, mais peut-être que dans l'axe, il y a un petit peu plus de place. Et c'est quelque chose que je m'étais que je m'étais remarqué, enfin que j'avais remarqué. Mais paradoxalement, le temps fort de l'équipe de France vient après s'être fait égaliser. De la même manière que son temps faible arrive après avoir encaissé le but, quoi. Enfin, c'est vraiment la leçon de ce mondial, quoi. Mais en fait, ce qu'on avait dit de l'Angleterre qui était un mauvais match-up, un mauvais opposant pour l'équipe de France, parce que sur pas mal des points forts de la France, ils pouvaient répondre, on l'a vu sur ce match. C'est-à-dire que Mbappé, on l'a vu faire une différence une fois contre Walker. Il y a cette fois et il y a le but de Tchouaméni, où c'est une des seules actions où Walker s'est engagé offensivement. Et ça permet à Mbappé de recevoir le ballon et de prendre de la vitesse, de rentrer intérieur. Et Walker qui, derrière, est quasiment plus monté, à part que l'Angleterre a été menée de 1. Donc ça, c'est une première chose, c'est que Mbappé a été, il n'a pas été éteint, hein, mais en fait, ils étaient tout le temps, pour préciser dans ce match-là, il y a eu, en fait, il y a eu une équipe de France contre une équipe d'Angleterre et Walker et Mbappé qui se sont reniflés tout le match. Mais tout le Ils match. ont vraiment fait C'est-à-dire un que match sympa. quand le ballon était à l'opposé, tu regardais Walker, il ne regardait quasiment que Mbappé. Il était toujours à moins de 5 mètres de Mbappé. Et quand Ah, pour le coup, Mbappé. en marquage préventif, là, c'était un bon Ah exemple. ouais, mais Mbappé faisait carrément presque pareil, parce que quand l'Angleterre avait la possession du ballon, comme Mbappé reste intérieur assez haut, finalement, il a un peu fixé Walker dans ces zones-là, et on n'a quasiment pas vu Walker attaquer, et on n'a pas vu non plus quasiment Mbappé attaquer. C'est-à-dire qu'ils se sont neutralisés l'un l'autre, à part la fois où Mbappé prend de vitesse Walker sur le côté, et j'y croyais pas, mais il l'a vraiment débordé avant de centrer pied gauche, là où Dembélé croit que le ballon va pas arriver, du coup il est pas prêt. Mais ça a un peu Ouais. rendu le match bizarre, parce que tu avais l'impression que ça jouait sur une partie du terrain, et qu'il y avait deux mecs qui participaient pas. Parce qu'ils étaient Mais tellement dans c'était ouf, vraiment, l'anticipation, ce feeling, c'était ouf. ils étaient tellement dans l'anticipation que de ce que l'autre pourrait faire, et surtout Walker qui voulait gêner la zone de Mbappé, et qui au final sur le match s'en sort bien, hein, parce que quand tu vois la forme de Mbappé sur le début du mondial et là son match, tu te dis il s'en sort plutôt bien. Et ça a donné un sentiment, une sensation très étrange sur une grande partie du match, où les Anglais n'attaquaient qu'à gauche pendant un moment, et puis quand ils ont réussi à toucher Saka justement dans le dos de Mbappé, là ça a posé des problèmes à l'équipe de France, parce que Saka a fait un gros match, mais comme d'autres Anglais, hein. Kane rate son tir au but, son péno, pardon, mais il a été emmerdant, hein, pour les Français. C'est un des seuls qui a résisté à Upamecano et qui l'a même Largement. dépassé sur certains duels. Largement, heureusement que Upamecano à la fin commence à aller le prendre un peu moins dans l'anticipation, mais avec un peu plus d'agressivité. Je pense notamment au tacle en fin de première mi-temps. Mais sinon, avant, dès qu'il essayait d'aller un peu plus dans l'anticipation et d'aller un peu plus au duel à l'épaule, Kane s'est joué un peu de lui et ça a failli donner un penalty lors de la faute un peu litigieuse là, qui est en dehors de la surface et sur lequel du coup l'arbitre peut pas revenir. Dan, t'es Ouais, d'accord un peu juste, avec tout ça? ouais, je suis d'accord et Raphaël disait, toucher Saka. Il y a aussi même, Henderson qui s'est beaucoup excentré, en fait, à droite, qui a eu parfois du mal et même souvent un peu à enchaîner, en fait, parce que l'équipe de France, était parfois enfin, l'équipe d'Angleterre trouvait un petit décalage là-dessus et lorsque Saka a été touché, en revanche, oui, il y avait des plongées d'Henderson. On en avait déjà parlé, hein, des plongées d'Henderson, même Kane ou Bellingham qui venaient aussi de ce côté. Ça pouvait créer des problèmes. Un petit coup de tableau vite fait, vite Allez. fait pour montrer ça. Donc l'Angleterre est en rouge. Donc il y a Walker qui est là, on va dire, avec Mbappé. Donc ça, on oublie, hein, c'est le match à part. Le La match zone dans le Donc il y morte. a, match. il y a souvent Maguire qui avait le ballon ici. Souvent Maguire et Giroud essayaient de contenir Rice. Il y avait d'abord Griezmann qui essayait d'avancer un peu. Et toute la question, on en parle depuis le début de cet Euro, hein, c'est ces trois-là, Rabiot, Tchouaméni qui a une grande zone à gérer et Dembélé. D'accord. La question, c'est comment ces trois-là vont gérer des joueurs à l'intérieur s'ils sont écartés ou comment ils vont basculer sur la largeur si le jeu est vite renversé. Voilà, ça, on suit, c'est un de nos thèmes depuis le début de la Coupe du monde.
Et donc ici, il y avait Anderson qui pouvait venir ici parfois et Maguire essayait de le trouver par des diagonales ou alors trouver Saka directement. Et Mmh. là, Rabiot a fait un énorme match dans le volume parce qu'il devait sans cesse basculer et pendant que Tchouaméni aussi essayait de lui couvrir si jamais Bellingham plongeait, d'accord? Et donc ces 2 joueurs ont fait un énorme match dans le volume, mais même si parfois même si parfois on a l'impression qu'ils ont du déchet, mais vraiment défensivement, sans ballon, ils ont une grande, grande zone à couvrir. Et donc lorsque l'équipe de France a un peu souffert, c'est quand l'Angleterre arrivait à venir toucher ici et que Kane venait là, il y avait, soit Saka qui prenait la balle et il y avait des plongées ici dans le dos du latéral, dans le dos de Théo, soit Kane venait et Mmh. ça faisait un triangle. Ça, c'était les moments un peu difficiles et on a vu au fil du match, Saka prendre de plus en plus d'importance. Mais malgré tout, à part l'action du penalty, il y a eu les occasions dont on a parlé en première mi-temps, mais moi je trouve malgré tout, même si on a eu cette impression de contrôle sur le match par l'Angleterre, je trouve que l'équipe de France a pas concédé des occasions énormes. Et c'est quand même à mettre à son crédit, tu vois? Bon, si on regarde les stats, il y a 3 occasions à 2, ils s'en sont pas l'équipe de France n'en est pas créé beaucoup non plus. Et Lloris fait un gros match. Donc oui, l'Angleterre s'est suffisamment créé des d'occasions pour gagner le match. Mais je trouve une espèce de capacité à souffrir de cette équipe de France qui fait peur, même si, voilà, parfois tu Après, as l'impression qu'elle ne contrôle pas. je pense qu'on a eu cette crainte constante parce que tu sentais quand même que sur beaucoup de situations dans ta surface, t'étais et c'est pour ça qu'il y a 2 pénaltys, tu étais toujours au bord de la faute, mais toujours. Mmh. Il y a eu plusieurs situations où Upamecano défend tellement en avançant, il veut toujours passer devant, qu'il y a plusieurs fois où il est tout près de la faute. D'ailleurs, l'action qui part pour le but français au départ sur Saka, il est tout près de la faute et l'arbitre laisse jouer, et tant mieux pour l'équipe de France. Il y a une autre situation où Bellingham tombe dans la surface sur un gros contact avec Upamecano. Sur le but, donc le premier but de l'Angleterre, quand Saka est fauché par Tchouaméni, juste avant, c'est Bellingham qui combine avec Saka, il se fait tamponner par un Français. Tu étais un peu au bord à chaque fois. Et je pense que c'est pour ça que tu sentais que l'Angleterre était un peu supérieure sur le plan collectif. Parce que dès qu'ils arrivaient dans tes 30 derniers mètres, tu vois, c'était pas l'Atlético de Simeone 2016. Il y avait pas cette Eh espèce de non! muraille où tu Mais renvoies, pourquoi? tu et ah oui, bah, Pourquoi? c'est pas Parce le même on bloc, défend c'est pas le même bizarrement. bloc, hein. Voilà. Oui, On oui, bah, défend, tu bizarrement, défends pardon, à 7,5, singulièrement. Ouais. tu défends à 7,5 donc oui, forcément, c'est pas comme l'Atlético. Mais tu as parlé du volume de Rabiot et de Tchouaméni. Alors j'ai pas la stat finale parce que là, le rapport FIFA est pas encore sorti, mais Griezmann. il y a un moment du match où il y a le nombre de pressions exercées qui a été donné en live. Alors pour préciser auprès des gens du chat, c'est le nombre de fois où un joueur va sortir sur le temps de passe et se rapprocher, par exemple, à moins de 3 mètres d'un adversaire ou à moins de 2 mètres d'un adversaire. Et Griezmann était largement devant, mais largement. Ce qui veut dire qu'il a toujours été là à coulisser, sortir sur les adversaires, cadrer le porteur pour empêcher les Anglais de jouer long, pour empêcher les Anglais d'ajuster vraiment des passes dans le dos. Et il a été, en termes de volume, sur la première période, il fait beaucoup de fautes, mais il gratte quelques ballons aussi. Et en deuxième, il a été assez juste plusieurs fois pour s'approcher et ne pas faire la faute qu'il aurait suspendu pour la demi-finale. Parce qu'il y a plusieurs fois où tu sens qu'il a envie de gratter le ballon, mais il se dit: «Ah, j'ai déjà un carton jaune, si là je fais une faute un peu bête, je rate la demi si on passe». Donc vraiment, il a encore fait une perf, bon, plus défensive qu'offensive, parce qu'on n'a pas beaucoup vu avec le ballon. Mais voilà quoi, tu te permets de l'avoir sur le terrain et de te dire si à un moment on a une transition à jouer, il sera là parce que défensivement et au lieu de nous coûter, il nous rapporte, alors que c'est un profil offensif au départ. Niveau expected goal, ça a donné quoi? Alors ça dépend des Bah, sites. Sur, StatBomb par exemple, qui a le modèle le plus poussé, l'Angleterre est à 2,6 ou 2,7 en comptant les 2 pénaltys et la France est à, 0,8 et sur FotMob, je crois que c'est un peu plus équilibré. Il me semble que la France est à 1,15, 1,13, un truc comme ça. Dan, je sais pas si tu l'as Ouais. sous les yeux et ouais, moi j'ai l'Angleterre est à Opta, c'est-à-dire, 2 à les stats ouais. que nous fournissent Opta et en gros, c'est 2,32 pour l'Angleterre, mais si tu enlèves les pénaux, donc tu enlèves à peu près 1,55. Ça fait, il reste, 0,08 on va dire pour, l'Angleterre et 1,19 pour, la France. Heu, donc bon, selon les modèles, ça tourne autour de 1 à l'exclusion des pénaltys. Alors moi, je pense que le premier penalty, Raph l'a dit, tu es vraiment dans une situation où c'est chaud. Le deuxième, c'est vraiment une erreur de Théo pour le coup parce que le Oui, danger,
est Oui, le moins ballon, il est grand déjà quand même. mort. Voilà. Alors que sur le premier, tu te dis s'il y a pas péno, il peut y avoir une énorme occasion. Donc si tu veux, le péno, il compte dans le comment dire? Le regard sur le match. Alors que le deuxième, c'est vraiment une erreur un peu bête. Mais finalement, la France n'est pas sanctionnée sur ces erreurs bêtes. Raph a parlé de Griezmann, il fait un début de match sur Bellingham extraordinaire, Oui, vraiment extraordinaire. Heu, il était chargé de le suivre parfois quand parce qu'en fait, il y a une c'est quand soit il décrochait, ouais. Tchouaméni qui le prenait, ouais, quand il décrochait, Griezmann le prenait, mais surtout, il le suivait encore. Juste dernier truc, on on et après, Il est après payé on au fait un tableau, point. hein, c'est pour ça qu'il en fait Ouais, même autant. pas. Il y a une prime Non, à non, chaque mais c'est fois. pour essayer de rendre ça visuel, mais bon, c'est un peu le bazar ici. Mais ici Bellingham, pardon, ici Griezmann et on va dire que Bellingham est là, avec Foden là et en fait, quand Bellingham décrochait, Griezmann le chassait en permanence. On a vu, les 10 premières minutes, énormément de duels sur ce plan-là et sauf que quand Koundé sortait ici, que ça jouait sur le côté et que Tchouaméni pouvait pas venir sur Bellingham, c'est Griezmann, on a vu plusieurs fois faire cet effort-là. Et Ouais, plusieurs fois faire cette course ici, ensuite revenir, faire cette course ici. Un moment, il est dans la surface. C'est même lui de l'autre côté qui va chasser Bellingham. Alors, c'est pas du tout une indive, hein, mais il a une implication. euh, mais c'est extraordinaire. C'est même pas un relais. C'est même pas genre relayeur offensif. Là, le mec, plusieurs fois, il fait des. Quand tu viens à couvrir plusieurs fois derrière ton latéral, là, tu passes dans une autre sphère, quoi. C'est je ne devenu plus m'attendais dur pas à avoir, quand. Vas-y, Zach, excuse-moi, vas-y, T'as dit Zach. je quoi, Zach? m'attendais pas à avoir une explication sur les déplacements de Griezmann avec des bruits de moto derrière. C'est vraiment. Oui, c'est chez moi, ça. C'est chez moi. Ouais, C'est mais vrai. Et donc, je te Les laisse la Marocains, parole juste après. ils sont à 180 sur l'autoroute du mondial, les Marocains. Là. Ils sont en train de rouler vers l'aéroport. Ils prennent leur place pour aller voir la demi-finale. Non, non, mais. Je m'attendais pas Non, à voir ça. Et dédicace aux viewers. Vous êtes plus de 900, c'est le record pour l'instant. Ça fait trop plaisir. Donc merci de votre fidélité. Merci les frérots dans le chat. Vous faites trop kiffer. On va essayer de faire continuer l'émission au maximum. Mais vraiment, vous êtes des grands. Vas-y, tu peux y aller, Raph. alors, première chose, il y a quelqu'un qui me demande sur le chat comment avoir accès aux data de Stat Bomb. C'est parce qu'ils les ont postés sur Twitter. Là. Ils les postent pas tout le temps, mais ils ont posté certaines choses. Et deuxième chose, ça a été beaucoup plus dur pour l'équipe de France à l'intérieur à partir du moment où Saka est venu se positionner dans la zone, notamment entre Chouameni et Rabiot. Où là, ça a été compliqué, enfin, vraiment compliqué. Parce qu'il y a une passe, notamment au moment où je crois que c'est Stones ou Maguire, qui fait une passe verticale tout droit vers Saka entre les lignes, et il Oui. y a une faute de la France. Et quand il est venu à l'intérieur avec sa qualité pour se retourner, pour percuter, pour avancer balle au pied, là, ça a été vraiment beaucoup plus difficile. Je pense que l'Angleterre a un peu tardé sur son coaching sur certains joueurs et aurait pu appuyer, notamment par rapport à Henderson. Et tu vois, les entrées de Mount, Grealish sont un peu tardives, Sterling aussi sur certains moments où ils auraient pu appuyer contre l'équipe de France. Mais là, on avait vu peu de joueurs finalement profiter de cette organisation un peu bizarre de l'équipe de France pour venir embêter intérieur. Et là, l'équipe d'Angleterre était la première équipe à venir embêter ici. Et d'ailleurs, faut le dire, parce que là, ils sortent, ils vont être déçus, mais je trouve que l'Angleterre fait un bon match. Ils Oui, concèdent peu tout à face à fait. cette équipe de France. C'est l'équipe qui a le moins concédé contre cette équipe de France. C'est l'équipe qui a le moins été gênée par Mbappé. Ils ont plutôt bien contrôlé Giroud jusqu'à la minute où il enchaîne l'occasion et la tête Et le qui fait but. but. Tu vois? Et vraiment, ils font une belle perf. Je sais que sur le chat, la plupart des gens voyaient la France, plutôt favorite. Nous, avec Dan, on était plutôt inquiets et je trouve que sur le plan Pareil. collectif, sur l'ensemble du match, ils sont un peu au-dessus de la France. Après, il y a des moments, on a dit que c'était un sport de moments hier avec le match Brésil-Croatie, mais on le Mmh. voit là. Il y a une minute où tu as 2 occasions alors que tu faisais plus grand-chose depuis pas mal de temps. Donc voilà, c'est un sport de moments, de joueurs et il y a encore certaines individualités françaises, dont Lloris notamment, qui ont été performantes. Ouais, et franchement, là, le seul qui m'a fait. Enfin, la seule chose qui m'a fait un peu de la peine, ça reste quand même un peu le match de Dembouz. Le match de Dembouz qui a eu peut-être un petit peu de mal, surtout en seconde mi-temps, j'ai eu le sentiment. Outre les quelques ballons là où il s'y attend pas, ça se voit. J'ai l'impression que quand la difficulté a encore monté d'un cran en seconde mi-temps, il a un peu plongé avec. J'ai l'impression et que du coup, le moment de sa sortie est un moment où il fallait qu'il l'enlevait parce que ça l'avait plus. Il a fait quelques retours, etc. Il prend un carton jaune d'ailleurs pour ça. Et donc, du coup, il a été impliqué, mais c'est vrai que je l'ai trouvé un peu plus dans la difficulté que d'habitude. Et pourtant, pour le coup, autant
et ça c'était un truc qui était montré juste avant le match sur beIN, il y a certains matchs lors des précédents où on voit plein de moments où il est seul en train de coller la ligne et il n'était pas nécessairement servi. Autant je trouve que le jeu a pas mal basculé sur lui sur ce match, et où malheureusement, à part à quelques moments, il n'a pas su faire beaucoup de différence. Et bizarrement, limite, à des moments où il a été intéressant, c'est des fois quand il s'est réaxé. Tu vois, genre des fois, il était un peu plus dans l'axe, et j'ai l'impression que ça avait Ouais. apporté quelques phases pas complètement Bah, en fait, inintéressantes. T'en as pensé quoi? comme l'Angleterre, on l'a dit avec pas seulement Walker, mais d'abord avec Walker, fermait bien sur Mbappé et même, enfin, vu qu'il était même en phase de possession, il le surveillait comme on l'a expliqué. Quand la France récupérait, elle pouvait même très difficilement, il y a un moment, je me souviens, Griezmann est assez bas et veut absolument jouer sur Mbappé, mais il est complètement pris. Il veut contre-attaquer avec Mbappé, mais il est complètement pris. Donc, la transition ralentit et finalement, l'Angleterre réussit à ralentir la contre-attaque des Bleus comme ça. Donc oui, effectivement, il y a eu plus de jeux sur Dembélé, c'est aussi pour ça. Après Dembélé, je veux dire 2 choses. 1, je suis d'accord avec toi, Zach, et c'est peut-être le joueur de cette équipe qui joue le moins en fonction des moments. Tu as l'impression, alors parfois ça peut être une qualité parce que tu te dis que la pression, elle glisse un peu sur lui et Ouais, il joue comme ça, comme il pourrait c'est jouer pas ça ce dans que un je dis. match avec moins d'enjeux. Mais le moment où il faut être tranchant, tu as plein de bleus qui sont très, très bons là-dessus. Heu et lui, par exemple, il va peut-être rater plus le geste et cetera. Comme, sur le centre en retrait, sur le seul débordement de Mbappé. Et la deuxième chose, c'est que je réclame quand même l'indulgence pour, Ousmane Dembélé parce qu'il a beaucoup de travail défensif et je trouve qu'il s'applique à le Oui, faire. Pour moi, oui, totalement. c'est la plus grande surprise de cette coupe du monde, chez l'équipe de France, encore plus que le rôle de Griezmann, même si, je le trouve Griezmann meilleur, hein, mais je suis encore plus surpris de la capacité de Dembélé à faire 60-65 minutes avec autant d'applications sur sa position défensive. Alors souvent, au moins une fois sur 2, il est du côté du banc, donc Deschamps lui parle beaucoup. Heu, oh, ça se sent, mais non, mais ça se sent. Mais Non, mais ça mais me fait franchement, rire il est parce que tu fais impressionnant. pareil, tu fais pareil quand tu as des petits U12, U13, parfois tu les fais jouer de ton côté parce que tu sais que faut le corriger plus, c'est pour ça que ça me fait rire. Et donc voilà, je dis, il faut aussi avoir de l'indulgence pour lui, comme pour Chouameni qui a une zone très vaste à couvrir. C'est vraiment compliqué cette animation des Bleus et les joueurs s'appliquent énormément. Dembélé fait des matchs quand même très appliqués, donc je pense qu'il perd aussi un peu d'influx, quand Ouais, il surtout que récupère le ballon. c'est le match où la France a eu le moins le ballon. Donc pour lui, c'est tu vois, c'est pendant 60 du temps, il a défendu. Alors, il finit à 3 ballons, 3 tacles quand même, donc ça veut dire trois ballons récupérés. Il est à égalité avec, Théo Hernandez, c'est le record. Alors c'est une stat comme une stat, hein, ça vaut pas Ouais, la bien vérité, sûr, mais d'accord. ouais, tu vois, il s'est arraché sur certains trucs, il est allé tacler au sol, Mmh. parfois il s'est un peu jeté. Mais il faut se souvenir qu'il y a 1 an, qui aurait cru que Dembélé pourrait défendre dans une ligne de 3 au milieu? J'aurais Parce que jamais c'est ça la cru, hein, vérité. franchement. C'est quand Griezmann sort, il défend dans une ligne de 3 au milieu. Tu vois, c'est assez étonnant Il Quand et bon, Griezmann sort, Non, on forcément, dit c'est de franchement, la ligne, hein, quand on ouais, dit ouais, quand bien sûr, bien sûr. Griezmann sort Griezmann de la sort. ligne. Il y Mais a un non, non, point mais que je après voulais oui. aborder. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y Zach, vas-y. En gros, j'avais lancé un nouveau point, donc si tu veux finir, vas-y, et on lance un nouveau point, donc c'est toi qui vois. Je t'en prie, vas-y. Merci. Et un point que je voulais aborder, parce que c'est un point sur lequel on parle beaucoup, notamment Monsieur Dan, le point coup de pied arrêté. Alors, on a beaucoup parlé de ça parce que c'était une grosse force des Anglais. On a également noté la force qu'ils avaient dessus. On l'a vu lors de leur premier match contre l'Iran, avec les combinaisons, Maguire au second poteau, les remises, les ci, les ça, les déplacements. L'équipe d'Angleterre a eu un demi-million de corners, un moment 3 d'affilée quand même, c'est important de le noter. Et même pas mal de coups de pied arrêtés. Et à part une tête de Maguire qui à un moment frôle le poteau, on a quand même le sentiment qu'ils n'ont pas eu trop l'occasion d'exploiter tout ça. Pourquoi, à votre avis? Mais, je pense qu'il y a eu, je sais pas, enfin Raph, tu veux y aller? Non, c'est ton registre, Dan, je me permettrai pas. Non, non, mais je pense qu'il y a eu déjà on avait dit, entre les 2 matchs, j'avais fait un papier pour essayer de m'intéresser à comment les équipes adverses défendaient sur Maguire. Et quand il y avait un joueur qui était censé défendre sur lui, il fallait surtout pas trop le coller parce que sinon tu t'exposais à la pause d'écran, tu vois? De John Stones notamment, de Henderson.
Donc, heu, donc ça, on l'a vu. Upamecano, on l'a vu qu'il suivait Maguire, mais en laissant une petite distance. Donc ça permettait de le laisser mobile. Je pense qu'il y a une ou 2 fois, où l'Angleterre joue pas bien le coup et pas assez précise quand elle le cherche au deuxième poteau. Après, pour le reste, la tête dont tu parles, il y a vraiment une incompréhension entre Upamecano et Tchouaméni qui permet Ouais, mais c'est sur un coup franc. En revanche, l'équipe de France a plus, a choisi davantage de s'exposer devant sa surface, c'est-à-dire de mettre beaucoup de densité aussi à l'intérieur, de rester très, très concentré sur le deuxième ballon, mais plutôt dans la densité, ce qui a donné notamment à Bellingham une grosse occasion. Il y a une demi-volée que Lloris la claque, bah, ça c'est sur le deuxième temps d'un corner. Et puisqu'il était en retrait, il avait un peu plus d'espace. C'était un choix, ouais, c'était un choix légitime, de rajouter de la densité dans l'axe, mais forcément tu t'exposes aussi ailleurs. Donc j'ai trouvé que l'équipe de France avait pas si mal défendu là-dessus, préparé pour les attaques de Maguire au deuxième poteau. Donc écoute, et puis finalement, c'est l'équipe de France qui sur un renvoi de corner marque un but. oui, Donc oui, tu oui, en vois, et plus. c'est le deuxième après le match contre l'Australie où il y avait aussi eu un but comme ça. Je sais pas ce que tu en as pensé, Raph? J'ai pensé que la patte gauche de Griezmann viendra toujours te sauver. C'est ça la vérité. C'est Il y a une stat qui est sortie, bah, justement, on parlait d'Opta par David Hall qui, bosse chez Opta. Les 5 joueurs les plus décisifs en phase éliminatoire de tournois majeurs pour la France sur les 50 dernières années. Donc tu as Platini qui a 6 actions décisives, 5 buts, une passe D. Giroud et Mbappé sont à 7, 4+3 et 5+2. Zidane est à 8, 7 buts et une passe D. Et Griezmann est à 14, 8 buts et 6 passes D en phase éliminatoire de tournoi majeur sur les 50 dernières années. ouais. Donc voilà, au plus Mais de son activité mais défensive, attends, c'est aussi un tu as pas joueur de compté les moment. 9 buts de Platini là, à l'Euro? En phase éliminatoire, Dan, donc sur les matchs éliminatoires, pas sur la match de Ah poule. OK, Je OK, pense que OK. c'est ça pour OK, ça que OK. la stat est différente. Et sur D'accord. les matchs éliminatoires, c'est donc, 8 buts et 6 passes D depuis qu'il a fait ses débuts, avec la coupe du monde 2014 en équipe de France, sur des grandes compétitions. Donc quand tu te rappelles que sur un match des espoirs, il s'était fait sanctionner pour une sortie ou un truc comme ça, le chemin a été long, Exact. mais avec Mvila qui à l'époque était très coté aussi. Mais voilà, mais Notre ami égal. quel joueur et quel pied, parce que le centre, il est dans une zone avec un effet, tu juste à arriver dessus, passer devant, et c'est la seule fois où Giroud arrive à prendre un ballon dans les airs contre les 2 tours, Stones et Maguire, et ça suffit. Donc Alors que je voilà, crois qu'à un c'est moment, vers quelque la chose. 60 ou 70e, je crois que Giroud, c'était 13 ballons touchés, hein. Ouais, mais ça, on le sait, on sait que c'est pas un joueur qui va beaucoup s'associer, beaucoup participer au jeu. Il est là, il a quand même fait, moi, je l'ai trouvé très Un boulot impliqué sur le défensif. travail défensif, mais c'est un peu un de ses classiques. Il y a un moment, il fait un repli, même derrière ses milieux, sur une passe à l'intérieur vers Foden, où il est derrière le rond central encore. Heu, Après voilà, il marque, qu'est-ce que tu veux dire? C'est un neuf, il marque dans un Non, grand moment, il marquait tu pas. tu peux tu peux Il a dire quand été même que intéressant. vu le contexte du match quand même, à un moment, pas lui personnellement, mais son profil, à un moment a privé la France d'une solution. Quand la France est dominée par l'Angleterre et que Ah pour oui, c'est ressortir, ce que je disais au départ. On sait que Elle n'a que tu peux Mbappé pas parce t'associer à lui. que, et je pense que c'est pour ça qu'à un moment, Deschamps se dit: «Bon, je vais mettre Thuram parce que là, on n'arrive pas à sortir, avec, des temps de possession longs et on a que Mbappé pour partir en profondeur». Parce que comme Dembélé part de très bas et qu'il doit défendre, tu qu'une seule option pour partir en profondeur à la récupération, qui en plus était tenue par Walker, et je pense que l'idée de Thuram, elle vient de là. Et bon, bah, tu Giroud qui met ce but juste avant qu'il soit sorti, donc encore une fois, c'est le foot est marrant et le foot est un sport de Ouais, et moment, et Giroud, on se demandait voilà. avec Raph là, juste après le match, je me demandais si justement l'entrée de Thuram pour Giroud, l'idée ça aurait pas été de mettre Thuram à gauche pour, sortir Mbappé de la zone Mbappé. Walker et voir un peu ce qui se passe, c'est-à-dire lui permettre d'avoir de la liberté sur tout le front de l'attaque, attaquer à droite aussi. Heu, mais bon, finalement Giroud marque et le Mmh. remplacement se fait pas. Mais je me demande si Au final, Deschamps il avait fait pas un prévu de faire ça. remplacement, non? Faudrait voir, dans la conf, si la question lui est posée. En plus, au final, il fait qu'un remplacement. Bah, il y a que Coman qui entre, ouais.
Ouais, il y a que Coman qui rentre au final, tout le monde reste jusqu'au bout, et c'est quand même assez dingue. Moi j'aurais pensé à un moment qu'il aurait fait rentrer un Fofana ou autre. Parce que tu vois, moi il y a un truc qui m'a marqué sur ce match, et j'avais tweeté dessus, c'est que, et c'était une crainte même dont je vous avais parlé, c'est que je trouve que Mbappé a joué trop de ballons arrêtés. Alors certes, il jouait le ballon de son côté, donc il avait un match un peu à part, mais j'avais l'impression que, parce qu'il a été forcé aussi à un moment de décrocher, tu vois, pour essayer de C'était toucher la plus de seule ballons. manière de le trouver, en fait. Mais du coup, ouais, il a eu que des ballons arrêtés, mais aussi parce que j'ai pas le sentiment qu'il a envoyé un gros volume d'appels de son côté non plus, tu vois. Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'il était vraiment pris et comme il est aussi en termes d'explosivité et de vitesse, finalement, Walker était en état de forme parce qu'il y avait aussi cette question. Walker, a pas démarré la coupe du monde en grande forme physique, donc on pouvait se poser la question de l'état de forme Ah bah, il physique était de Walker. certainement, non. Voilà et donc vu qu'il était quasiment concentré sur lui et le reste de l'équipe fermait bien, quand il avait le ballon. Moi, les appels, tu vois, il peut les faire, mais en fait, tu peux pas être il y a pas de décalage préalable, il y a pas d'espace à attaquer. Tu vois, c'est Mais compliqué. Je pense pas il que, il y a Mbappé se serait quasiment, privé de ça, tu vois ce que je veux dire? Donc il il y est a Ouais, obligé de quasiment ouais, venir c'est sûr. aucun demander la joueur balle qui dans a les pieds. il y a quasiment aucun joueur français qui a été en position, face au jeu, de donner le temps à Mbappé de déclencher un appel, si tu fais le bilan. Il y a quelques fois Griezmann qui a eu un ballon entre les lignes, mais Walker était tellement dans le marquage préventif que la profondeur était fermée. Je vois que sur le chat, ils disent qu'il faisait pas d'appel. Mais quand tu as Walker qui est toujours à 3 mètres de toi, partir en profondeur, tu sais qu'il va contrôler ton appel, il va te suivre et tu le recevras pas le ballon. Donc c'était Oui, compliqué voilà. vraiment pour lui. C'est pour ça que je suis un peu déçu qu'il y ait pas eu cette permutation qu'on avait évoquée comme possibilité avec Dembélé de temps à autre pour un peu les gêner autrement, et surtout Ah, que pour Luke le Shaw mettre montait du beaucoup. côté de Luke Shaw. Ouais. Bah ouais, Luke Shaw montait beaucoup et je pense que il avait mis un moment Mbappé, de l'autre côté, enfin si les 2 avaient permuté, ça aurait fait réfléchir Luke Shaw à son implication offensive. Alors que Walker, ça fait des années qu'offensivement, il est beaucoup plus timide, tu vois? Mais bon, parce que tu vois, si tu étais sorti de ce match-là, tu perds et tu te dis: «On n'a pas vu Mbappé parce qu'il est resté côté Walker» et tu es pas passé loin de ce scénario, hein. Tu sors avec des regrets. Bah, tu vois, si Kane il égalise, ce qui est une possibilité énorme quand même et tu sors sur ce Oui. match-là et tu sors alors que Mbappé, tu l'as laissé du côté Walker dans un côté où il pouvait être contrôlé. Je pense que le débrief, il est salé pour tout le monde, tu vois? Et pas que pour nous, là, entre nous, je veux dire, mais dans la réflexion en tant que staff derrière sur le match de te dire: «Ah et on est sorti et en plus on n'a pas vu, notre meilleur joueur sur un match comme ça». Donc la France est quand même pas passée loin d'un gros regret, je trouve, sur son plan-là et la façon à la fois d'aborder le match et pendant le match, de s'ajuster par Ouais. rapport à ce qu'a proposé l'Angleterre. Ce qui me fait croire encore plus que Thuram, se aurait pu, à mon avis, l'idée, ça, de Deschamps, là, je peux pas le savoir, mais on lui demandera sûrement, mais l'idée, c'était de le faire rentrer à Le gauche mettre à gauche, ouais. pour réaxer Mbappé, ouais. Mais finalement, il y a pas eu besoin. Eh ben écoutez, je pense qu'on a un petit peu parlé en long, en large et en travers de ce match. On va vite fait un peu le réévoquer parce que Je peux on je va peux je aussi peux dire un parler truc sur de la l'Angleterre? blessure. Bien Je peux sûr, dire un truc monsieur, sur bien sûr. l'Angleterre, Zach? Parce que là, l'Angleterre est sortie et ils seront très déçus. Maintenant, il y a une donnée qui est importante. Declan Rice a 23 ans, Bellingham a 19 ans, Foden a 22 ans, Saka a 21 ans et quand tu vois les joueurs sur le banc qui sortent et qui ont 25 ans ou moins, je pense que cette équipe ne devrait pas trop surréagir sur la défaite parce on l'a vu, hein, c'était une des meilleures équipes de la compète. Et Ils notamment sont sur très son bien coach aussi, organisés. à mon Ouais avis. et je pense qu'eux, s'ils continuent à bosser, que les jeunes arrivent là, les jeunes talents qu'ils ont, que ça continue à les intégrer, que sur la ligne def, il y a quelques joueurs un peu de qualité supérieure qui s'intègrent, par exemple un Tomori, un joueur comme ça et que ça continue à Ouais. bosser, 2024 et 2026, ça peut envoyer, hein. C'est une équipe qui va être forte Parce à que là, toutes on les sent postes les à tous les seuls qui postes. sont. Parce que les seuls qui sont un peu limite en fin de cycle, entre guillemets, au Royaume-Uni, il y a qui? Il y a Kane, il y a, je sais pas, peut-être Walker. Walker, il a quel âge déjà? Il a la trentaine. On peut s'imaginer que c'est Ouais, peut-être t'as une de ces as dernières tu centaines. tu Maguire qui a 29 ans, ça peut être une possibilité, tu vois? Et tu as un gros joueur en Angleterre depuis 2 3 ans qui là n'était absent et qui est vraiment un joueur décisif et déterminant, c'est Ah oui. Reece James, qui est un super joueur et qui aurait apporté beaucoup à cette équipe d'Angleterre. Donc vraiment, d'ici quelques années, je pense que leur génération, va pouvoir être super complète. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire dans les 4-5 ans à venir. Ok, bah écoutez, grave intéressant pour France-Angleterre. On va revenir un petit peu aussi au global, un petit peu, on va reparler de ce match et notamment de la France pour évoquer la demi. Mais avant d'évoquer la demi, il est l'heure également de parler, après la victoire de la France, une victoire dans la douleur, mais une victoire obtenue quand même, où je pense que les Anglais peuvent nourrir quand même des regrets.
il est temps de parler de Maroc-Portugal. Voilà. Maroc-Portugal, un match, ah là 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 là, un match haut en couleur, haut en scénario, haut dans ce qui s'est passé, mais un match au courage, les amis, avec un Maroc qui a réussi à vaincre le Portugal en suivant son plan de jeu habituel. C'est un Maroc qui a défendu, mais et c'est vraiment, j'ai écouté la vidéo de Willou, j'en ai débattu parce que j'ai lancé un live direct après. Certaines personnes m'ont dit ouais, mais au final, c'était le Cholismo, c'était l'Atlético, ça défend à 50, machin, nanan. Et les gars, moi, quand je sur le but marocain, il y a une sortie de balle en 15 passes, qu'en première mi-temps, c'était pas un bloc bas, mais un bloc médian. Et qu'ensuite, effectivement, par la suite du match, et c'est là où je peux reconnaître un petit peu un truc, c'est que par la suite, en seconde mi-temps, le Maroc a un peu plus défendu bas, notamment à cause des remplacements et des blessés, hein, Saïs qui sort. Bah, c'était loin du Cholismo parce que c'est une équipe qui a quand même, comme elle nous l'a montré avant, eu beaucoup de sorties de balles qui étaient propres et a su quoi faire avec le ballon. Et c'est ce qu'on dit ici, et c'est ce que je dis même ici depuis quelques temps. Moi, le football défensif, je peux l'entendre tant que ça attaque correctement. Je dis ça depuis le début de la Coupe du Monde, littéralement. Si vous êtes des habitués d'ici, vous l'avez entendu tous les soirs. Et bah là, le Maroc, ça a été ça, et j'étais très content. Un Maroc qui aurait éventuellement pu rêver d'un 2-0 avec Abouklal, mais voilà, je vais quand Ah, même, mais maintenant qu'on a parlé du Maroc, je vais quand même juste dire un tout petit truc sur le Portugal. Le Portugal, j'ai trouvé, même si beaucoup l'ont critiqué, le plan intéressant avec lesquels ils ont commencé. Donc ils ont commencé avec une supériorité à la relance où ils avaient toujours un milieu qui descendait, Neves, Fernandez, des fois Silva, pour essayer de pouvoir envoyer des ballons devant aux latéraux qui collaient souvent la ligne, Guerrero, Dallo, ou des fois ça pouvait être un offensif, Joao Félix ou autre. Et là où je trouve que ça a pêché leur plan, c'est qu'ils ont eu un manque de précision absolument monstrueux. Énormément de leurs transversales ne finissaient pas sur le porteur, allaient des fois en touche. Et c'est ce qui a pu un petit peu les toucher parce que du coup, avec ce plan-là, le milieu était souvent un petit peu abandonné. Donc le Maroc en 4-1-4-1 n'avait plus qu'à gérer la zone et avoir un peu de réussite à des moments sur les côtés. Et c'est ce qui a stérilisé un peu bah, le Portugal par moment. Je t'écoute, t'as envie d'y aller, allez. non, 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 mais c'est pour dire aussi par rapport à l'approche tactique du Maroc. Déjà, bon, il n'y a pas qu'une sorte de football, mais tu es le Maroc. euh, qui va reprocher au Maroc sa manière de jouer? Je dis ça parce que c'est une équipe qui est pas Écoute, censée être favorite, qui a un statut plus normalement inférieur à toutes les équipes qu'elle est en train d'éliminer. Croatie, Belgique, Espagne, Portugal. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'elle a perdu des joueurs. Déjà, elle arrive sans Harit, et sans plusieurs autres joueurs. Elle a Aguerd qui s'est blessé, Mazraoui qui est blessé pour le début de match. En cours de route, il y a Saïs qui saute. Et attendez, si on commence à réclamer, il y a vraiment des gens qui se plaignent de la manière de jouer du Maroc. C'est assez étonnant. Donc ça, c'est la première chose. Vu le contexte, ça me paraît improbable de reprocher le style de ce Maroc qui, en plus, vu l'engagement et comment dire, l'engagement de l'équipe, juste sur le plan défensif, euh, enfin moi je kiffe en fait de voir ça. Ça me donne des émotions de voir des joueurs, de voir Ziyech se transformer en Dirk Kuyt pour défendre son côté droit. Il y a quelque chose de beau de voir une sélection nationale qui sublime comme ça. Et on a parlé déjà du travail de Regragui, pas seulement tactique, mais aussi pour fédérer, pour créer une espèce de conviction collective, hein, pour aller vers un objectif. Ça, c'est très fort. Et la deuxième chose, c'est qu'à la différence des matchs précédents, j'ai trouvé, c'est que là, ça, on a vu, on a vu le Maroc sortir. Alors pas forcément en envoyant des flèches, des flèches devant parce qu'ils en ont pas, pas mais du tout. avec du petit jeu, des appuis, le triangle Hakimi, Ziyech et Unai à droite, plus les appuis éventuels parfois sur le gelon d'En-Nesyri qui a quand même fait du bien. Après, tu peux renverser vers Bouffal qui te sort des dribbles à chaque fois, et petits crochets, et machin, qui te garde la balle, qui te permet de ne pas vivre tout le match en fait sur ton bloc défensif. Et puis, dernière chose, l'arrière-gauche, Atiatalla, qui a un gaucher à la place de Mazraoui, il te donne aussi une capacité à dédoubler. Ah, d'ailleurs, c'est le centreur sur le but, mais il y a une, même s'il est moins bon que Mazraoui, hein, intrinsèquement, mais il y a une complémentarité plus naturelle peut-être avec Bouffal sur le côté gauche. Et donc, Bah ouais, non, vu qu'il est c'est gaucher, une il peut qualif, envoyer des centres que Mazraoui ne peut pas envoyer d'ailleurs. voilà, c'est une Mazraoui qualif a eu du mal méritée. à On va envoyer des. rentrer dans le détail, mais globalement,
Globalement, c'est une équipe plaisante à voir, même si la fin, elle a été difficile, mais vu les conditions, et vu leur effectif aussi, c'est pas étonnant. Ouais, Bah ouais, juste j'aimerais vas-y juste Zach. avant que Raph rapido, moi je tiens quand même à dire, et c'est aussi une des variables de la seconde mi-temps que certains oublient, quand le Portugal fait rentrer Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo et des joueurs un petit peu dans cette trempe, le Maroc fait rentrer Benoun, le Maroc fait rentrer Chedira, le Maroc fait rentrer Jabiri. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la même gamme d'entrée ni la même gamme de talent, qu'on se le dise. Et donc, du coup, voilà, c'est un petit peu aussi compréhensible et en plus du scénario qui fait jouer le truc. Voilà, tu peux y aller, mon ami. Même si, avant de développer ce que je vais dire, Chedira est le remplaçant iconique de cette coupe du monde. C'est le remplaçant le plus marquant de la compète. Je pense qu'on se souviendra des entrées de Chedira jusqu'à notre mort. Et lui aussi, là encore, il signe une entrée. Alors, je ne l'ai pas vu du coup, parce que je me suis arrêté à la 85e, j'ai rattrapé le match. Mais vous m'avez appris, avant de commencer le débrief, qu'il avait pris rouge. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Et apparemment, il a encore eu des occasions qu'il a croqué. Donc, j'en ai vu une Et il y d'ailleurs a à un une autre moment où il une est. situation, un moment où il part un tout petit peu en jeu et il traîne toute la misère du monde et où il arrive, il met une sorte de frappe à plat qui dévisse complètement. Ah non, mais on dirait le frère maudit de Souleymane Camara, l'ancien Montpelliérain, qui entrait à chaque fois pour débloquer les matchs à la Mosson. Et là, sauf qu'il débloque rien, il fait peur au Maroc à chaque fois. Bref, c'était Rouge en 2 pour minutes, dire. hein, Raph. Ouais, non, Rouge en 2 minutes. mais double 2 jaune, cartons ouais, jaunes. double Double jaune. jaune. Ouais, Ouais, Oui, ouais, c'est non, double mais jaune, c'est bon. double en jaune. 2 Ouais. minutes. Bravo à lui. Voilà, vous voyez, c'est même pas des bruitages, hein, il n'y a pas c'est pas fait, hein. C'est vraiment ma rue où ça klaxonne depuis le début de la Trop soirée. bien. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que par rapport à l'Atlético et au Maroc, l'Atlético frustre parce qu'avec les joueurs qu'ils ont, les moyens qu'ils ont, quand ils font contre le Barça ou City des plans comme ça très restrictifs, ça va. Mais quand en Liga, ils n'arrivent pas à déverrouiller des blocs bas, des équipes qui les attendent, c'est frustrant parce qu'ils ont une écart d'effectifs au-dessus. Donc c'est pour ça que la timidité offensive de l'Atlético frustre. Là, le Maroc, faut replacer dans le contexte. Moi, je le vois dans la lignée. En termes de surprise, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont fait ça sur des grandes compètes. Il y a le Danemark 92 qui ne doit pas disputer la compète et qui doit gagner et qui le gagne. Il y a la Grèce en 2004. Le parcours du Maroc ressemble beaucoup à celui de la Grèce. Beaucoup, parce qu'ils ont aussi l'Espagne et le Portugal sur leur route. Et là, la Grèce et le Maroc ont éliminé les deux. Et la Grèce avait rejoué le Portugal en finale parce que le Portugal était finalement passé en poule. Et une autre équipe, c'est la Zambie 2011 d'Hervé Renard, qui gagne la Coupe d'Afrique des Nations alors qu'ils ont un statut de. Pas de participant, Premier mais degré. bon, qu'ils se soient qualifiés déjà, c'est bien. Et quand le Maroc s'est qualifié pour la Coupe du Monde, c'était déjà quelque chose. Parce qu'une qualification en Coupe du Monde quand tu sors de la zone Afrique, c'est très dur. Donc là, qu'ils se jouent comme ça, c'est difficile de leur reprocher parce qu'ils jouent contre des équipes mieux dotées à chaque fois. Deuxième chose, c'est que sur les transitions, j'ai trouvé que c'était, et même globalement, je trouve que c'est leur meilleur match de la compétition. Parce que autant contre l'Espagne, t'avais souffert, t'avais vraiment souffert, t'avais peu eu le ballon, tu t'étais créé très peu de choses, autant là, il se crée plus que le Portugal, hein, si, Oui. si on compte au final quasiment le nombre d'occasions. Et sur le jeu de transition, mais ça c'était un peu plus prévisible parce qu'on savait que le Portugal presserait moins fort à la perte et serait moins structuré que l'Espagne, donc le Maroc aurait plus de possibilités. En début de compétition, j'avais un peu tapé sur les faux pieds. Rappelle-toi, Zach, du match contre Oui. l'Argentine-Arabie Saoudite, parce qu'il y avait de la profondeur et que les faux pieds empêchaient de jouer directement dans la profondeur. Or, là, sur les transitions, le fait d'avoir Ziyech gaucher à droite et Bouffal droitier à gauche, ça les aide énormément sur les contre-attaques, parce que sur une contre-attaque, ce qui est bon en général, c'est de partir d'un côté et de finir de l'autre. Alors, c'est vrai dans le foot en général, mais sur une contre-attaque, c'est encore plus vrai. Et comme Bouffal et Ziyech, à chaque fois sur leur prise de balle, ils éliminent et ils arrivent à rentrer intérieur, ça leur ouvre naturellement la diagonale à l'opposé. Et ils ont plusieurs fois réussi cette transition-là, parce que Bouffal et Ziyech se sortent de la pression. Soit ils arrivent à trouver un relais intérieur et tu vas à l'opposé, soit ils vont directement à l'opposé. Et eux, je trouve sur les transitions, ces deux-là, plus Unai, ont fait des choses vraiment top sur ces séquences-là. Il n'y avait pas toujours les bons choix dans les 30 derniers mètres, mais par contre, pour se sortir de la pression combinée et être capable d'attaquer des grands espaces, les deux faux pieds sur les côtés, au-delà des dribbles encore chaloupés de Vous a fait Bouffal qui beaucoup de bien. maintenant a fait danser un Portugais sur le côté qui nous a fait rêver. Voilà, je trouve qu'ils font leur meilleur match. Tu vois, le match contre l'Espagne, tu sentais vraiment que t'étais à ça de vraiment souffrir. Mais là, sur le match, moi, j'ai revu du coup à froid et je connaissais le résultat. Ça m'a vraiment surpris de voir le Portugal se créer aussi peu de choses contre un Maroc qui, par contre, lui, a eu des possibilités en contre. Faut, faut dire que le Portugal, faut dire que le Portugal avait un plan différent de l'Espagne. Walid Regragui, l'immense coach de cette Coupe du Monde, l'a souligné à la fin du match. Il a dit bon,
On voit il nous avait étudiés parce que le Maroc ne s'assoit pas sur sa surface, en fait. Heu, Au début de match, souvent, on Pas les a du vus tout, aussi contre pas l'Espagne, du tout. ils essayent d'aller, allez, on va dire 10 mètres devant leur surface, une dizaine de mètres et donc, rappelez-vous, contre l'Espagne, on avait dit: «Il y a parfois un peu de place dans la profondeur, si tu arrives Mmh. à l'attaquer». L'Espagne l'avait fait, il y avait Asensio qui l'avait prise une fois, ça avait créé une petite occasion, Morata avait essayé aussi, ensuite, Nico Williams avait débordé. Là, le Portugal, il faut dire 2 choses à la différence de l'Espagne, c'est que tu sens qu'ils ont essayé de 2 manières. Déjà, tu le soulignais pendant le match avec nous, Zach, en essayant de faire monter les latéraux. Ouais, Décrochage d'un des pour milieux écarter un devant max, le ouais. bloc, montée du latéral et on envoie par-dessus pour s'éviter d'essayer de jouer entre les lignes parce que parfois contre ce Maroc, de jouer entre les lignes, ça veut dire affronter le tonitruant Amrabat et il vaut mieux le contourner parfois, même toujours, tellement il plane sur cette compétition. Donc décrochage et jouer par-dessus et le Portugal l'a tenté énormément et aussi trouver directement les offensives, Joao Félix, Bruno Fernandes qui faisaient énormément de courses à vide. Beaucoup, beaucoup. Et ça, on l'avait reproché. Je pense que l'Espagne même se reprochait Luis Enrique à la fin du match, j'imagine, à regretter le manque d'attaque de la profondeur de son équipe. Là, le Portugal l'a fait. Alors, ils ont connu un peu de déchets. Malheureusement, ils ont connu un peu de déchets. Et la dernière chose à dire, c'est que contrairement au jeu très positionnel de l'Espagne où chacun est dans sa zone et qui a donné l'impression de rigidité. Les Portugais, c'est très fluide, donc le bloc est souvent ouvert. Donc quand tu te retrouves à la perte, même avec l'envie qu'ils avaient, eh ben, c'était un peu plus simple pour le Maroc, un peu plus simple. Je veux dire, il y avait plus d'espace pour faire parler leur technique. Et finalement, le Maroc a tenu parce que même quand ils étaient attaqués dans la profondeur, il y a une implication tellement grande que, que ça finit toujours par fermer. Enfin, ils n'ont toujours pas concédé de but, en fait, I i à part le contre mais son camp contre le Canada. ils sont bons sur le contrôle de la profondeur aussi quand même, parce que je trouve que les joueurs sont toujours bien orientés de 3 quarts, ça anticipe le jeu long, ça recule, ça défend bien de Saïs, la tête, notamment. tu vois? C'est Gros c'est match des de choses de Yanik aussi. c'est des choses de base qui sont pas passionnantes de dire qu'ils reculent de 3 quarts, qu'ils s'orientent bien et qu'ils arrivent à envoyer le ballon de la tête assez loin, mais ça te fait gagner des matchs, quoi, quand tu as des joueurs qui sont aussi rigoureux sur certaines Bah, Raph, choses. ça vaut le coup que tu développes sur le trois quarts, en fait, justement. Je pense que c'est un truc Ouais, intéressant à mais expliquer. parce que du coup, en plus, c'est marrant, j'en parlais avec les psys aujourd'hui, mais en gros, si tu recules en étant sur les talons, quand il y a un gelon qui veut commencer à être armé, si tu recules en étant sur les talons, tu pas en Oh, position c'est trop tard, c'est de mort. renvoyer le ballon de la tête. Parce que tu recules et tu risques même de tomber, de te casser la gueule en arrière. Alors que le Maroc, à chaque fois que le ballon allait d'un côté, les défenseurs se positionnaient de 3 quarts entre le ballon et le but. Et du coup, ils s'étaient capables, s'il y avait un gelon qui était armé, de reculer, de gérer le contrôle l'appel du portugais et de renvoyer le ballon de la tête, du pied, peu importe. Et ils ont une telle densité en fait dans leur bloc que quand il y a un deuxième ballon, combien de fois une équipe a gagné des deuxièmes ballons contre le Maroc? J'ai l'impression que ça n'existe même pas. Tu vois, j'ai même pas une séquence où sur des deuxièmes ballons, c'est gagné. Alors c'est sûr que quand tu as un ogre comme Amrabat au milieu de terrain, ça aide. Heu, le mec, il est imbougeable. Puisse la qualité technique de Unai qui a encore été grandiose, Il avait ça fait vraiment quelque une chose. perf à la Pedri, Pedri des gros matchs, hein, enfin dans ses grands matchs, quoi. J'ai eu le sentiment à des moments de la manière dont il Mais pouvait un peu en plus dribbler. avec une confiance par rapport au premier match de la coupe du monde où je l'avais trouvé un peu, je sais Pas pas, ouf, genre pas ouf, l'occasion tu veux était dire. grande, fallait être bon. Alors je sais pas si c'est parce que Luis Enrique l'a validé et que ça y est, d'un coup, il est adoubé et mais il a fait un match d'une, tu sais, d'une confiance dans les prises de balles, dans la conduite de balle, les choix dans les passes. Il y a un moment, il claque une super passe masquée là, sur un contre où au lieu de jouer à droite, il joue à gauche, il la masque bien. Je crois que c'est Atiala qui frappe trop loin ou qui frappe à côté. Je sais pas si vous vous rappelez de la contre-attaque. En angle Il a un fermé, il ballon frappe dans plein le petit axe. filet. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme a dit quelqu'un sur le chat, une aisance, une élégance où tu dis: «Ah ouais, il est un peu au-dessus sur le plan technique», alors que pourtant en face, tu as Bruno, Bernardo, Otavio, Joao Félix. Donc c'est pas normalement un match où tu es censé voir Unai au départ. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que vous avez pensé de certaines performances individuelles côté portugais? J'ai vraiment eu le sentiment de voir certains couler totalement. Ruben Neves, notamment, fait pour moi un match absolument calamiteux, que ce soit défensivement ou avec ballon. Bernardo Silva, je l'ai trouvé absolument transparent. Gonzalo Ramos n'a pas pu trop se montrer et pas pu trop exploiter grand chose, en fait, tout simplement. L'entrée de CR7 en dehors de son occasion, je l'ai trouvé pauvre.
Même Fernandez a eu quand même quelques occasions, etc. Mais c'était peut-être un peu compliqué. J'ai aussi vu des Portugais très tendus qui ont pour beaucoup eu l'impression de se faire voler arbitralement alors qu'ils n'ont vraiment pas eu spécialement de décision qui va contre eux. Ils ont beaucoup cherché le penalty sur pas grand-chose. Dans les attitudes, dans les performances individuelles, vous les avez pas trouvés assez décevants? Ouais, bah, en fait, faut prendre dans l'ordre par rapport à ce que tu as dit. Ruben Ouais. Neves, c'est on a dit, c'était un des joueurs qui était censé justement donner ses diagonales, ses ballons dans la profondeur. Il a eu du déchet. On l'attendait pas vraiment dans un autre registre. Bernardo Silva, c'est un joueur qui aime notamment décrocher, conduire le ballon, trouver des appuis, avancer avec la balle vers l'intérieur en conduisant. Et en fait, face à ce Maroc, tu ne peux pas trouver ce type d'action. Et donc, soit tu mets un Bernardo Silva sur l'aile pour essayer de le faire dribbler, mais c'est pas le choix que fait le Portugal. Donc, du coup, tu te retrouves avec un Bernardo Silva qui décroche énormément, mais qui a un excellent joueur, mais qui a pas un jeu long, qui a pas la créativité dans le jeu long de Bruno Fernandes, par exemple, je trouve. Qui Ouais, Bruno Fernandes, lui, pour le coup, il sait, tu vois, il a déjà fait dans cette coupe du monde, il sait, se retourner face au bloc, envoyer des petits ballons par-dessus. C'est plus naturel, alors que Bernardo Silva, finalement, tu le voyais beaucoup décrocher hors du bloc, mais vu qu'il pouvait pas conduire, vu qu'il pouvait pas accompagner les actions parce qu'à chaque fois, le bloc, on l'a souvent décrit ici, le bloc marocain, se fermer, c'est aussi pour ça que tu le vois pas. Et Ramos, Gonzalo Ramos, bah, effectivement, tu pas réussi à trouver des centres, tu pas réussi à trouver par des petits ballons. Tu vois l'action de la Suisse, rappelle-toi, quand, sur la touche, sur le 1er but de Gonzalo Ramos contre la Suisse. ouais, C'est une touche où avec Joao Joao Félix, Félix. il a le temps, il reçoit, il se retourne, il a 3 secondes, il peut la glisser à Gonzalo Ramos qui fait une dinguerie après. Mais le temps qu'a eu Joao Félix contre la Suisse et contre le Maroc, il l'a jamais eu. Mais c'est vraiment un enfer. C'est vraiment un enfer de jouer contre cette équipe, de trouver de l'espace entre les lignes. Après, il faut quand même dire que tout tourne bien et tant mieux pour eux. Tout tourne bien pour le Maroc parce que Et que sur le but, Bounou et le match de Bounou encore et voilà, faut y aller tu as le aussi, hein, match sur de le match de Bounou. Bounou, tu as le match de Bounou quand même qui est en train de faire une coupe du monde monstrueuse. On se demande entre lui et Livakovic qui sera le meilleur gardien du C'est tournoi. quoi l'arrêt qui vous a le plus marqué? Perso, c'est sur la volée de Joao Félix, là où j'ai l'impression qu'elle va aller en lucarne tout droit et il arrive à Ouais, claquer, quand il la claque là. Ouais. ouais, alors Ouais, celle-là, elle est quand Joao Félix tire pied gauche. ouais, ouais, non, franchement exceptionnelle. Parce Mais qu'en tu plus de vois, l'angle ça où on tape la est, tu te barre, dis: «C'est lucarne», quoi. ça tape la barre. En face, Diogo Costa, il fait pas un grand match et il fait une erreur. Surtout, il fait une erreur sur le but, malgré tout, même si En-Nesyri, saute comme CR7. Donc tu as aussi les trucs qui tournent en leur faveur. Heu, ça commence Et ça commence à ressembler à l'équipe vraiment, alors, vraiment pénible, hein. il y a un truc que je vais dire qui va paraître très, très logique vu qu'ils ont pas encaissé de but, mais c'est très important pour la compétition et ça donne la même sensation aux adversaires que la Grèce en 2004, c'est qu'ils marquent toujours en premier. Et quand cette équipe marque en premier, l'adversaire se sent vraiment, vraiment dans une situation très, très mal embarquée parce que l'histoire se répète. Et quand tu arrives à une coupe du monde en quart, en demi, que tu tombes sur une équipe qui, à chaque fois qu'elle a ouvert le score, a tout verrouillé derrière, tu te dis: «Ah, on a pris le premier, on sait à quel point ça va être dur». Et alors, j'étais jeune, mais rappelez-vous en 2004, la Grèce, c'était pareil. Dès qu'ils marquaient le premier but, Mmh. tu C'était disais: fermé. «Mais» et Bruno Fernandes, il a une occasion à la 67e ou 66e, je sais pas si vous vous rappelez. Il est à l'entrée de la Oui, surface, il reçoit un ballon en axe, il frappe au-dessus et Ouais. il droit dessus. réagit comme si c'était la dernière occasion. Parce qu'il sait à quel point c'est difficile contre cette équipe de se créer une occasion. Et il Qui faut sort rappeler vraiment l'autre 20 phrases d'affilée en plus. La caméra est restée longtemps sur lui. Tu sens, ouais, il dit 15 phrases d'affilée avec un désespoir. C'est vrai ce que tu dis, c'est marquant. mais oui, mais parce qu'il sait à quel point c'est difficile d'être dans une si bonne position contre le Maroc. Le Portugal finit à moins de 1 XG sur l'ensemble du match. Et il y a un autre truc qui est très important aussi, c'est que le Portugal n'avait jamais été mené au score dans la compétition. Ça leur était pas arrivé et c'était le C'est cas vrai. du Maroc aussi. J'en avais parlé dans ma preview sur l'équipe, donc c'était très très curieux de voir comment les 2 équipes allaient réagir. Ça n'explique pas tout, mais le premier but dans cette compétition, on l'a vu, est très important et tant que le Maroc marquera le premier, ce sera très, très, très difficile d'aller les chercher parce que ça leur donne en plus une confiance dans l'acte défensif de marquer en premier. Tu vois? Ils se disent: «Bon maintenant c'est nous qui protégeons notre trésor» et c'est une configuration qui leur va très, très bien. Alors je sais pas, il y a des D'ailleurs, XG qui petit sortent où le débat. Portugal est à 1,49 là, quelqu'un met des XG où le Portugal est à 1,49. Alors je sais pas d'où ça vient.
Parce que sur FootMob, le Portugal est à 0,92. Donc si Polyox, tu peux Ouais, nous ouais, dire d'où ça ouais. sort, Non, mais ça j'ai nous vu, intrigue. on m'avait aussi communiqué cette stat, mais ouais, et moi je pense que le 0,92 est un peu plus représentatif. Mais au final, quand on regarde les 4 demi-finalistes, 4 gardiens qui font de très bons tournois. Emiliano Martinez, Livakovic, Yacine Bouno et Hugo Lloris ce soir qui fait une grosse perf. Enfin, au final, Oui, qui fait parce au que global un tournoi assez bon. ouais, c'est Ça, ça, c'est parce un qu'réel indicateur. à part l'Argentine, en fait, peut-être, qui a quand même, comment dire? C'est logique entre le contenu et le résultat final. Bon, tu peux trouver une certaine logique. Sur les autres matchs, c'est assez indécis. La Croatie, la France, le Maroc, même si les 3 font des bons matchs avec qu'on a décrits, hein, avec des échelles différentes, mais les gars, tu parles des gardiens, mais ça rejoint ce qu'on disait sur les moments. Sanctionner, tu as l'occasion, est-ce que tu sanctionnes ou pas? Et finalement, ça joue tellement un peu de choses parce que la bataille statistique, en fait, si elle te donne un avantage, elle te donne, on va dire 55-45. Mais si tu as Mm. l'avantage de 55-45, évidemment que tu le prends, si tu as un avantage structurel de même de 60. Mais après à 60, tu pas sûr de gagner à tous les coups, tu vois? Et donc ça Non. joue sur le geste de ton attaquant, un geste de dingue, on a dit Messi, heu, Bah, la frappe de Tchouaméni, un arrêt d'un le gardien, seul quart où il y a eu un vrai écart, c'est Brésil-Croatie, en termes d'occasions créées, tu vois? C'est Brésil-Croatie, là où il y a eu le plus ouais, mais d'écart, si on au fait le final, bilan. c'est le gardien qui te fait la diff, Oui, oui, aussi, on mais parce disait. qu'il sort un match, bah, il a eu 10 dans l'équipe d'ailleurs, parce qu'il sort un match immense. Mmh. Moi, forcément, une des questions, je trouve que ça nous amène au next, maintenant qu'on a dit beaucoup de choses sur le Maroc-Portugal, sauf si vous voulez peut-être ajouter un truc sur le Maroc, sur le Portugal, il n'y a pas de souci. Mais je voulais peut-être passer sur l'éventuelle demi-finale. Pas l'éventuelle, la demi-finale, pardon. Quand même, quand même, quand même. Non, mais Ça vous va? j'adore le tournoi de Romain Saïs, Zach. Aussi bien sur le terrain, on a parlé de la gestion de la profondeur, la gestion de la surface, la manière de sortir sur les défenseurs et de se remettre sur la ligne. Et aussi l'attitude qu'il dégage en tant que capitaine. C'est difficilement palpable de l'extérieur. Nous, on n'est pas, tu vois, on n'est pas dans le groupe, etc. Mais quand même, tu sens qu'il y a quelque chose quand il sort. Alors au début, il est très très triste, mais vite, il se remet dans le match. Il commence à coacher presque en adjoint de Ouais. Regragui. Et, et Leader, on parlait leader, juste, hein. voilà, du collectif, de la croyance envers Regragui qui se dégage de ce groupe-là. Tu es obligé de t'appuyer sur des mecs forts, des mecs fiables qui emmènent le groupe aussi avec toi. Et je pense que Regragui est très heureux d'avoir Saïs aussi. Ouais. Et Ouais. il fait un tournoi. Alors on se demande dans quel état physique il sera. Ça va être une des clés du match contre la France aussi. C'est C'est dans ce que quel j'allais état dire. va être le Maroc et notamment sa défense. C'est ce que j'allais dire. Moi, personnellement, voilà, je suis franco-marocain. Je suis très content de cette affiche dans la mesure où, quel que soit le résultat final, j'aurai une équipe en finale, entre guillemets, à supporter. Donc, personnellement, je serais content d'une victoire, peu importe dans quel sens ça va. Mais si on doit parler maintenant de cette demi-finale, pour moi, la clé d'analyse de cette demi-finale, et tu viens de la donner, ça va être qui sera absent côté marocain. Qui sera absent côté marocain? Est-ce que Aguerd va être suffisamment remis, maintenant qu'il aura quasiment une semaine sans jouer, enfin une dizaine de jours pour se remettre? Est-ce que Mazraoui sera de retour? Saïs, est-ce qu'il sera là? Et si oui, à combien de pourcents? Mais pour moi, ça va être la clé parce que malgré le très bon match, il faut le dire, de El Yamik, si aussi tu pars avec quasiment toute ta phase défensive, enfin toute ta ligne défensive remplaçante en dehors d'Hakimi et qu'il te reste que Hakimi et Bouno, ça risque d'être vraiment compliqué parce que c'est des remplaçants qui ont fait des bonnes performances face au Portugal et qui ont su même El Yamik assumer une titularisation et les autres entrants assumer des entrées correctes, que ce soit Ashraf Dari, Benoun et tout. Mais pour le reste, ça peut rendre la chose vraiment compliquée. Mais un des trucs qui sera aussi intéressant, c'est que pour une fois, entre guillemets, c'est même pas pour une fois, mais l'équipe de France va devoir faire le jeu. Alors, on a même vu en fait, c'est deux équipes qui aiment bien laisser l'autre faire le jeu. Et donc, c'est ça qui est paradoxal. Parce que même si elles ont certaines phases, c'est le sentiment que j'ai. On a même vu la Pologne, par moment, faire le jeu face à l'équipe de France. L'équipe de France est tout à fait OK, tout à fait à l'aise de laisser le ballon. Sauf que le Maroc aussi est tout à fait à l'aise de laisser le ballon. Même si le Maroc se met des fois en bloc médian et a quelques phases de possession qui sont pas inintéressantes. Et donc, du coup, concrètement, qu'est-ce que ça va donner cette opposition où on est sur deux équipes? On va se dire que quand même, avec les individualités, ça sera la France qui risque de faire le jeu. Mais comment est-ce que la France va faire le jeu face justement à une équipe
où tu risques de te casser les dents, mais qui pourra éventuellement souffrir et qui devrait éventuellement souffrir de ses manques en défense. C'est à mon sens, pour moi, la clé de lecture de ce match. Je vous laisse me donner la vôtre. Bon, je vais y aller, je sens Dan calme. Non, deux choses, deux données importantes par rapport à ce que va faire la France offensivement. Évidemment, l'attaque de la profondeur, surtout quand le Maroc laissera 25-30 mètres. Donc là, tu as quand même Mbappé qui, sur ce plan-là, est un des meilleurs joueurs du monde, à la fois dans la vitesse, mais aussi dans le timing de ses appels. On dit très souvent Ouais, qu'il va vite, mais c'est aussi un joueur très juste dans le timing de ses appels et sa manière de ouais, les je sais arrondir pour pas qu'accélérer. être hors jeu, pour pas être hors jeu. C'est marrant parce que c'est l'un des joueurs de profondeur les plus importants du monde. Et est-ce que vous avez souvent l'impression que Mbappé est signalé hors jeu? Non, pas souvent. Tu vois, c'est Genre là, de curieux. Si, tête, comme ça, de tête, j'en ai Ah, mais pas un souvent, spécialement marqué. très Genre, souvent, je sais. par rapport à d'autres joueurs, pour, pas forcément très pour souvent. moi, le PSG, il a un gros problème d'alignement, Mbappé. C'est son grand axe de progression. Ouais, mais tu vois, C'est que parfois, il démarre trop tôt, mais je trouve ça il prend étonnant de parce que l'avance, il n'a pas besoin. ses débuts à Monaco, ses premiers pas à Monaco, je le trouvais très très fort là-dessus et je trouvais qu'il était rarement signalé hors jeu. Il était toujours sur un appel contre appel, toujours en train d'arrondir. Alors, je sais pas, je vois moins le PSG que toi, Dan, donc peut-être que c'est vrai. Mais historiquement, dans sa carrière, ça m'a pas forcément choqué, tu vois? Ou alors c'est vraiment parce Mm. que c'est des matchs où il met un triplé, donc il part 4 fois en profondeur, il y a hors-jeu et les 4 autres fois, il y a but. Donc Non, mais en tout je cas, sais pas. ce qu'on peut dire, et je te relaisse la parole après Raph, c'est que la recherche directe de la profondeur vers Mbappé chez l'équipe de France est très naturelle depuis qu'Mbappé est là. Donc, tu vois, que ce soit Upamecano, Tchouaméni, ils l'ont un peu forcé en début de match, mais ils ont arrêté après, là, contre l'Angleterre. C'est vraiment un truc Ouais. très naturel. Donc sur ce plan-là, t'as pas de doute en fait à avoir sur le fait que est-ce que les Bleus vont bien vont essayer au moins d'attaquer la profondeur de façon longue en fait, hein, en partant de leur base arrière devant le bloc. Vas-y, Raph, pardon. Deuxième thème et qui va reprendre celui de France-Australie, attaque de la surface, où Giroud et Rabiot avaient été très importants. Là, ce sera à nouveau le cas contre la défense Mhm. centrale marocaine. Si c'est les deux remplaçants, forcément, ce sera plus dur pour le Maroc. Ça semble quand même être parti pour être le cas, vu comment Saïs est sorti et vu comment Aguerd est sorti au tour précédent, j'ai du mal à croire qu'un des deux sera remis pour la demi. Ça me paraît difficile. Donc à voir comment vont se débrouiller les remplaçants. On parlait des projections de Rabiot. Par contre, ce qui m'intéresse beaucoup pour le Maroc, et on en a parlé contre le Portugal, c'est que Bouffal et Ziyech arrivent à chaque fois à sortir de la pression pour percuter, rentrer intérieur, aller voir à l'opposé. Et je pense pas que Théo Hernandez et Koundé aient montré depuis le début de la compétition des choses brillantes défensivement contre ce type de joueurs. Quand tu vois comment Saka et Foden on leur ont fait mal parfois, ça m'intrigue pas mal quand même. Comment le Maroc va contre-attaquer à partir de ces deux joueurs-là. Je pense il y a une chance pour le Maroc. Mais je pense que là, on a à peu près les trois thèmes. Après, il y a le Hakimi Mbappé. Mais le Maroc est tellement compact qu'à mon avis, il y aura peu de fois où Mbappé sera tout seul vraiment. Unai va être important pour venir aider. Et Ziyech aussi d'ailleurs dans cette zone. Ouais, et ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'inverse, quand le Maroc va récupérer la balle, leur côté fort pour ressortir la balle qu'on a encore vu aujourd'hui, c'est le côté droit, donc le côté gauche de l'équipe de France. Et vu qu'Mbappé, c'est pas toujours le plus engagé dans le pressing, dans les efforts, ça va être une des clés aussi. C'est-à-dire que si il y a de l'espace sur ce côté-là, le Maroc va pouvoir remonter la balle facilement et potentiellement se créer des choses. Mais on dit ça et ça se trouve, comme on a vu avec la Pologne, on va voir le Maroc tout un tas de fois dans le camp des Bleus et ça ira très bien aux Bleus. Faut vraiment se méfier avec l'équipe de France parce que si tu vois, là, tu peux te dire, le Maroc, ils ont 30% de possession sur chaque match et voire moins. Moins encore d'ailleurs, c'était 27 encore contre le Portugal. Ouais. Attention, les Bleus, ils sont si tu veux jouer au con avec eux là-dessus, ils peuvent, ils ont aucun problème. Heu, donc ça va être aussi une des clés, c'est-à-dire que va faire l'équipe de France? Ce qu'ils vont chercher, on a dit aussi le Maroc a pas de grosses flèches, mais tu vois, la Pologne n'en avait pas non plus et pourtant, l'équipe de France n'est pas forcément allée chercher tout de suite. À voir. Et il y a pu avoir des petites difficultés par moment hein, en première mi-temps. Ouais, et tu vu que le Maroc a failli refaire le coup de son coup de pied arrêté là au premier poteau? Son coup Ah franc, oui, vous avez vu, où il y a 4 son mecs coup qui passent franc devant le avec gardien, ouais. ouais, voilà, ils mettent 4 mecs, qui attaquent le premier poteau en fait et ils sont plus là, ils sont là, bon, peut-être qu'ils dévient la balle, mais s'ils la dévient pas, de toute façon, ils gênent le gardien et Après, il est là, c'est tellement un bien miracle qu'il y ait pas frappé. but. Il est En tellement plus, bien ouais, frappé par Ziyech les Ziyech frappe, aussi. ouais, les fouettes intérieures comme ça et donc
si n'importe qui le touche, il y a but. Et s'il n'est pas touché, ouais, le gardien est en panique parce qu'il ne voit rien, il ne sait pas si ça va couper devant lui. Et c'est un miracle hein, qu'il ne le marque pas, le but. Ça rebondit sur un joueur, ça sort juste à côté. Ça va être un truc à surveiller aussi pour les Bleus. Mais le Maroc, ça fait peur quand même parce que Belgique, Croatie, Espagne, Portugal, donc 4 grandes nations, n'ont pas Ouais, mis un but vraiment, au Maroc. c'est vraiment bon, entre guillemets pour l'expression, mais les tueurs d'Européens pour l'instant dans cette compétition, the European Killer. Bon, ils ont pas gagné face à la Croatie, mais façon de parler, façon de parler. Ouais, non, mais oui, c'est vrai qu'ils se tapent tout le tableau européen. Ils ont eu, à part le Canada, ils ont eu que des Européens. Et on a vu que les nids européens étaient quand même présents, parce qu'il va y avoir 2 Européens en demi, alors que Allemagne, Espagne et compagnie sont sortis. Donc ça montre quand même le niveau de ce continent où au début du mondial, on disait ça va être faiblard. Et en fait, non, ils sont toujours là, quoi. Donc la Croatie a sorti le Brésil, même s'il y a eu de la chance, hein, beaucoup de chance. Mais oui, non, non, mais écoute, le Maroc, déjà ce qu'a fait le Maroc, ça permettra à tous les Marocains de dire à tous les autres pays africains, à jamais les premiers, tu vois. Les premiers en demi-finale d'une Coupe du Monde. C'est bon, c'est fait. Donc, tu vois, t'as pas mal d'années devant toi, Zach, où t'es tranquille, je pense, avec les concurrents du Maghreb ou de l'Afrique en général. Non, mais franchement, après, moi, j'espère un jour que ça se traduise par un titre, que ce soit éventuellement cette CDM, ce qui serait absolument historique, bien évidemment, ou alors une CAN dans les années à venir, ce qui serait quand même bien beau, parce que c'est vrai qu'à la CAN ces dernières années, le Maroc n'a pas eu trop de chance dans ce tournoi-là, quoi. On se rappelle de la sortie en 2019 face aux écureuils du Bénin. Mes respects, hein, mais j'ai été bien dégoûté. Donc du coup, écoutez, tu voulais ajouter quelque chose, Raphaël? Dan, Moi, je voulais peut-être. dire un truc sur Vas-y, Dan. Ziyech. Euh, Tu vois, c'est impressionnant. Moi, je me posais la question de son utilisation. Rappelez-vous, au début de la Coupe du Monde. Et vu que finalement, le Maroc a peu de phases d'attaque placées, bon, c'est pas Hmm. si gênant finalement pour eux. Mais là où c'est le Mais il plus colle moins la ligne impressionnant, aussi. ouais, là où c'est le plus impressionnant, en gros, l'histoire de Ziyech, c'est quoi? C'est Vaïd le prenait pas. Il est Vaïd et viré. On prend Walid Regragui, donc un coach marocain, qui forcément, tu te dis, il y avait un joueur qui était banni en général avec le nouveau sélectionneur, il revient. Et la grande intelligence de Regragui, au lieu de, comment dire, de dire, ah ouais, ben Ziyech, moi je vais le faire briller en mode, il aura la grande liberté, il fera un peu ce qu'il veut. Non, il l'a pris, il lui donne confiance, mais il n'a aucun privilège défensif. Et, et ça, je pense, et il est content, hein. Ça se voit. Tu vois, il râle pas. Ziyech est heureux de faire les efforts. Tu vois, tu l'as vu faire des sprints à un moment. Parce qu'en fait, le Maroc, il travaille aussi sur les seconds ballons. Ils font gaffe à tout, en fait, le Maroc. C'est là où Regragui est fort. C'est-à-dire que quand il dégage sur un 6 mètres, souvent En-Nesyri va sur un côté, tu vois, pour essayer de récupérer le ballon. Et l'intelligence des Marocains, c'est qu'ils ne le laissent pas tout seul aller sur son côté. Tu vois, les Non. offensifs se rapprochent de lui. Et donc, quand ça part côté gauche, Ziyech se rapprochait. Sauf que si le ballon était perdu, il fallait qu'il fasse un sprint de fou pour retrouver son aile droite. Et il le faisait. Et il le répétait, il le répétait. Alors, il est sorti au bout d'un moment. Mais moi, franchement, c'est fascinant de voir ça. C'est-à-dire que c'est un mec, c'est la star, c'est censé être la star. Il était banni, il revient. Et il a même pas un demi-privilège défensif. Et il est content. Il râle pas. Enfin, Regragui, c'est très, L'aide qu'il très, très apporte à fort. Hakimi sur son côté est monstrueuse. L'aide qu'il apporte à Mais Hakimi ouais, il sur a son fait des côté est vraiment replis, des monstrueuse. retours. Enfin, les gens qui suivent Ziyech en club, qui l'a vu faire ça sur la durée d'un match? C'est impressionnant. Donc on l'a dit, Bah, Regragui, c'est vraiment pour l'instant le coach de la compétition parce que à la fois sur le plan de l'organisation, il est très très bon et il pense à plein de petits détails. Et puis la capacité à susciter l'adhésion chez son groupe. Il y a ces deux choses, quand ces deux choses vont ensemble, tu vas loin et c'est une équipe. Franchement, c'est une équipe. Moi, j'ai pas d'attache sentimentale avec le Maroc, mais c'est une équipe. Tu kiffes les voir parce que c'est le plus petit, mais en même temps, ça joue. Ils ont des joueurs de ballon. Les mecs, ils dégagent une force collective énorme. C'est ça va pas être évident de leur marquer un but, hein, on le dit depuis le début, mais bon courage aux Bleus.
Moi, il y a un petit truc que je voulais terminer avant de finir un petit peu cette émission. On l'avait déjà remarqué en 2018, l'équipe de France sortie du match contre le Danemark, et même on peut dire la même chose cette saison, enfin cette année, sortie du match contre la Tunisie. Au final, Deschamps, il s'est vraiment genre appuyé sur un groupe, je te dirais, de 12, 13, 14 joueurs max, le même 11 depuis quasiment le début, et en entrant Kingsley Coman, de temps en temps Fofana, de temps en temps Thuram. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un groupe très restreint. Au final, allez, Konaté aussi, si on doit être vraiment honnête jusqu'au bout. Mais en gros, ça reste quand même des groupes assez restreints où il ne fait pas ultra, que ce soit peut-être appel ou peut-être même confiance, je sais pas, à ses remplaçants. Je trouve que ça se voit encore ce soir avec une seule entrée seulement. Vous pensez que la tendance va continuer pour Didier? Parce que c'est quand même quelque chose, je trouve, qui est important à dire par rapport au Maroc, où par exemple, c'est 5 changements par match, et très souvent, et où il y a une plus grosse variété dans les entrants utilisés. Alors après, je suis d'accord que le reste du banc français ne fait pas non plus rêver de ouf. Enfin, c'est pas une critique de Didier en mode, ah, tu n'utilises pas assez remplaçants. Mais je trouve que c'est une remarque qui peut être, enfin, c'est un point qui peut être intéressant à soulever. Bah, déjà, on a dit plusieurs fois que quand tu voyais la liste des milieux que tu avais sur le banc, il n'y en avait aucun qui t'inspirait une grande confiance. Donc ça limite tes possibilités. C'est-à-dire que qui tu fais rentrer au milieu de terrain, sans te dire on risque de perdre quelque chose, un équilibre. Peut-être pour remplacer Dembélé, il y en aura un qui finira par rentrer, notamment si la France mène au score. Mais voilà. Et j'ai l'impression que l'autre, à part Coman, en qui y croit un petit peu, c'est Thuram. C'est un de ceux qui est rentré de temps en temps, même sur, tu vois, sur le début de la Coupe du Monde, qui a eu quelques minutes, mais j'ai l'impression que ouais, le reste, sinon, c'est. Fofana un peu aussi. Un petit peu Ouais, non, Ouais, Fofana mais mais qui j'ai franchement, moi, l'impression. rentre. je veux qu'on exclue France-Tunisie du débat, parce que France-Tunisie est juste le match où Non, il a mais mis les contre mecs la au Pologne, frigo. il est On rentré. s'en bat Non, mais les ce couilles. qu'on peut dire aussi, Mais ouais, c'est Fofana est que rentré. si tu regardes l'organisation de l'équipe de France, tu te dis que en fait, la plupart des potentiels changements t'obligeraient à changer d'organisation. Parce que tu as pas un remplaçant naturel à Griezmann en termes de profil. On parle même Non. pas en termes de niveau, mais en termes de profil. Le latéral gauche, tu as pas. Le latéral droit, vu que Pavard est tricard, tu tombes tout de suite sur Disasi. Et en fait, tu sais que c'est Il était même pas compliqué. censé Alors faire la peut-être Coupe qu'il du rentre. Monde. Il est Voilà, arrivé il à la était Coupe du Monde en dernier, il était pas censé la et faire. en plus, il a joué arrière droit très, très peu souvent, c'est compliqué. Ensuite, tu as Dembélé pour Coman, ça oui, et on a encore vu Coman aussi, fermé là comme un milieu def, sur la fin. Ouais. Sinon Avec la Mbappé, faute qui m'a fait vriller, désolé. donc au milieu, voilà, il y a peut-être, enfin Rabiot, tu peux pas remplacer par un joueur qui c'est comme ça, avec le volume, qui prend de la largeur comme ça, et puis tu as aucun intérêt à le remplacer parce que c'est le joueur qui est toujours dominant au fil du match. Tu vois, sur la durée, physiquement, il prend le dessus et Unai va vivre un match plus compliqué. Alors attention, hein, Regragui parfois switch Unai et Amala, donc peut-être qu'il le fera encore. Ça, c'est à surveiller. Tu as Tchouaméni, Fofana éventuellement, mais bon, il y a quand même un gap de niveau. Il reste quoi? Comme T'as l'a dit Con Raph, il tu reste Thuram. et tu Konaté, Voilà, Varane et tu Konaté, ouais, tu Varane peut-être, Konaté, ou mais c'est ta Konaté ou charnière, Upamecano donc tu la quoi. touches peu. Oui, oui, Voilà, ouais. exactement. Donc finalement, tu vois, Camavinga, il pourrait, tu vois, tu pourrais rentrer, Camavinga et sortir Giroud éventuellement. Ça te met un mec un peu sur la gauche, mais tu vois, Camavinga, il existe pas et en même temps, Deschamps s'est pas encore retrouvé dans une configuration où il doit aller chercher un score. Et bah écoute, moi franchement, je suis bien d'accord avec ça, et on verra quelle direction ça va prendre. Allez, si vous deviez faire, ouais, facile comme d'hab, petite petite prédiction pour vous, mais pas vraiment prédiction nécessairement du score, mais d'un truc qui pour vous risque de se passer pendant ce match, que ce soit dans le jeu, que ce soit, je sais pas, peut-être sur le 11 ou alors c'est difficile de se prononcer parce qu'on n'a pas les absents côté Maroc, hein, on l'a dit, mais voilà, genre une physionomie, qu'est-ce que vous sentez un petit peu sur ces deux demi d'ailleurs, hein. Je veux pas aussi Croatie, Argentine, hein, Argentine-Croatie, je veux qu'on en parle quand même également sur ces deux demi. Un petit feeling, allez. Heu, je pense que Giroud aura une grosse occasion dans les 45-50 premières et que s'il la met, ça va être dur pour le Maroc. Mais je pense qu'il aura une grosse occasion dans la surface, sur un corner, sur un centre dans le jeu.
il y aura une grosse occasion. Comme d'autres équipes l'ont eu contre le Maroc et ne l'ont pas mise, cette grosse occasion de la tête. Tu vois, il y a Bounou qui sort une tête à un moment en première période. Oui. Je sais plus de qui, là. Il sort une tête, main, Joao comme ça, à Félix. gauche, là, qui va. Voilà, c'est ça. Joao Félix. Et il y aura cette grosse occasion-là pour Giroud, je pense, dans la surface. Ça, ce sera, je pense, un tournant. Et dans l'autre, c'est la Croatie qui va en finale. Je... Ils sont infatigables. Modric, Kovacic et Brozovic montent en niveau. Je pense que ça va être dur pour le milieu argentin. Ils m'ont l'air un peu. Enfin, ils ont beaucoup couru. Bah, la Croatie aussi, mais l'Argentine a beaucoup couru. Ils ont peu d'options sur le banc quand tu regardes l'ensemble. Messi, à partir de la 60e, ça a été très très difficile contre les Pays-Bas. Bah Donc, ouais. ouais, la Croatie, tu vois, avec un Orsic ou un Pasalic ou un Petkovic qui fait un truc, qui fait deux trucs. Enfin, cette équipe me fait peur. Cette équipe fait peur. Et la Croatie, je les vois bien passer en finale là-dessus. Très bien. Dan. Euh, Moi, en fait, j'aurais bien dit 0-0 France-Maroc, mais avec l'équipe type. Et là, j'ai vu la fin de match contre le Portugal. Tu vois, il y a l'occasion de Pep aussi. Tu sais, la tête. Mhm. Euh, j'ai du mal à voir le Maroc tenir 90 minutes sans encaisser de but, avec sa défense quasiment remplaçante. Donc ça, c'est la première chose. Après, pour Argentine-Croatie, c'est très compliqué. Franchement, oui, comme dit Raph, la Croatie fait peur. Et ça va tellement être un match encore où potentiellement Messi peut débloquer une situation sans aucun déséquilibre préalable, sans aucun décalage créé. Mais s'il ne le fait pas rapidement, effectivement, au jeu du marathon, tu risques de perdre contre les Croates parce que tout le monde se Et, cogne les et, dents. et Et je on pense a que quand la même envie. Croatie, Vas-y, Raph. j'allais dire, je te laisse finir, que la Croatie, je pense qu'ils vont lui coller Kovacic sur le dos, ce qu'avait déjà fait Zidane en Liga quand il avait mis Kovacic en Exact. marquage quasi individuel sur Messi. Et je pense que Mhm. Kovacic, vu que c'est sa zone, qu'il joue déjà axe gauche comme ça, relayeur gauche, qu'il a beaucoup de volume, je pense qu'il va le suivre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Kovacic est un des joueurs qui peut, il va pas le tenir, hein, c'est Lionel Messi, mais qui peut le gêner. Et ça, c'est intéressant Ouais. aussi de voir ce qui va être fait défensivement par la Mais, Croatie. mais ce que j'ai le plus envie de voir, Zach, c'est une séance de penalty Dibou Martinez Contre contre Livakovic. 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 Ce serait Ah ouais. dingue. Ce serait Et dingue. ça, quand même, Alors, ça, t'as quand même envie de l'avoir parce que c'est deux gardiens qui ont fait des prouesses, sur ces séances-là, qui ont vraiment maintenant un savoir-faire, qui font peur. Et j'ai envie de les voir s'affronter. eh ben écoute, moi j'ai envie de voir ça également, mais je pense également pour ces mêmes raisons que la Croatie va passer, mais que toute la lumière viendra de Lionel Messi ou pas. Parce que je trouve que dans le reste de l'équipe de l'Argentine, il y a quand même des perfs notables. Otamendi, Fernandez, Dibu Martinez, voilà. Il n'y a pas que de la poubelle, hein, mais je trouve que ça risque d'être peut-être un peu juste pour casser des Croates qui sont très solides défensivement, notamment il y a des grosses perfs individuelles dans la défense croate, un gros gardien et un milieu qui sait faire tourner à un point qui peut faire gerber les Argentins. Donc je vois les Croates passer. Je souhaite que les Croates passent, d'ailleurs je le dis. Voilà. Parce que je trouve qu'ils sont forts en contrôle, etc., mais qu'ils ont quand même des failles pour une éventuelle Mais parce que tu as finale. peur, tu Et veux pas rencontrer Messi, Zach. On a compris maintenant ton plan. Tu veux pas jouer Messi en finale. Mais t'inquiète pas, il y mec, a c'est Amrabat assumé. contre Messi. Amrabat contre Messi, c'est bon. Amrabat et Amala contre Messi, de quoi t'as Ouais, peur? mais c'est assumé jusqu'au bout et demande à Natanake si il pense pas comme moi. Et... et donc pour continuer un petit peu sur ça, France-Maroc, un match où nécessairement je suis franco-marocain, donc moi personnellement, quelle que soit l'issue du match, je serais content parce que j'aurai une finale où je serai impliqué pour la deuxième fois en 4 ans. C'est un rêve, c'est un bonheur pour moi. Maintenant, en disant un avis, voilà, sur ce que j'ai vu, pour moi, allez, option 1, le Maroc a pas trop d'absents, il y a grosso modo un peu tout le monde. Ça va tenir, ça pourra tenir, et l'équipe de France va devoir marquer sur peu, comme on l'a dit. Ça va dépendre bien évidemment de perfs individuels, etc. Mais je vois bien le Maroc poser sérieusement problème à la France. Une France qui va devoir créer un petit peu et essayer de, tu vois, changer de son style de jeu habituel. Et je pense que le Maroc peut poser souci et va poser souci à la France. Après, maintenant, selon le scénario du match, si le Maroc est derrière pour la première fois du tournoi, ils vont devoir se découvrir un petit peu plus. Et là, face à Kylian Mbappé et compagnie, ça peut être problématique. Deuxième scénario, la défense est largement remaniée. Et si la défense est largement remaniée, c'est-à-dire pas de Mazraoui, pas d'Aguerd, pas de Saïs,
j'ai du mal à y croire pour le Maroc. Voilà, j'ai du mal à y croire. Je pense que s'il y a toute la défense qui est là et au niveau, la France aura du mal, mais je pense que la France la fera quand même. Mais après, bon, voilà, il y aura vraiment une rencontre très compliquée. Mais voilà. Par contre, si c'est vraiment, encore une fois, El Yamik, si c'est encore Ashraf Dari, si c'est Atia là, je les respecte. Hein, c'est pas des joueurs pourris. Mais je pense que ça risque d'être compliqué parce qu'il suffirait que la France, encore une fois, passe devant. Et si elle passe devant, cette défense-là va devoir s'exposer un petit peu plus. Et s'exposer un petit peu plus face à Kylian Mbappé, c'est les problèmes. Donc voilà mon opinion sur ce match. Vous avez compris, je vois dans les deux cas la France en finale. Dans un premier cas, de manière très compliquée, où éventuellement je vois le Maroc passer. Et dans un deuxième, si la défense est trop remaniée, malheureusement, je vois pas le Maroc passer. Mais bon, c'est une opinion. Hein, ça se trouve, je me tromperais. Si j'étais fort en pronostic, ça se saurait. Donc voilà pour mon opinion finale, qui je pense permet de conclure un petit peu tout ça. Mais ouais, j'y croyais. T'as raison, Nabil, dans le challenge. J'y croyais pas non plus, par exemple, avant le match contre l'Espagne. Enfin, pas j'y croyais pas, mais je pensais que ce serait très difficile. Et au final, le Maroc l'a fait. Donc, très beau. Non, rien à dire, rien à dire. Mais Oui. par contre, Alors on j'insiste demande sur le s'il y a autant d'absents, voilà. ouais, on demande sur le chat, est-ce qu'il y a une nation qui a fait back-to-back Coupe du monde, donc 2 Coupes du monde d'affilée? Tu le Brésil 58-62, Mm. pour le dernier exemple de mémoire, qui a fait ça. Voilà. Eh ben écoute, magnifique, magnifique, magnifique. Eh ben écoutez, les amis, merci à vous d'avoir suivi le Salon Tactique. Le Salon Tactique vient de battre son audience. Vous avez été plus de 1000 viewers ce soir à nous écouter. On espère que vous avez apprécié notre manière de débriefer les matchs, notre manière de parler, notre manière de discuter. Et c'est toujours un plaisir de voir toujours vos pseudos dans le chat au RDV tous les soirs. C'est trop trop cool, vraiment, ça nous fait super plaisir. Bah la prochaine, c'est mardi, si je dis pas de bêtises, Dan. C'est ça, mardi 22h30, comme ce soir. Voilà, mardi 22h30 et mercredi 22h30 pour débriefer ces deux demi-finales. Et ensuite, le rendez-vous final sera le 18 décembre pour la grande finale. Cette fois, ce sera sûrement plus tôt, parce que d'ailleurs, la grande finale est plus tôt. Mais on en discutera à nouveau et ça nous permettra de finir un super mois où on aura fait plein d'émissions et où cette émission est trop cool. Messieurs de l'équipe qui nous écoutent, les gens, les décideurs, j'aime beaucoup cette émission. Je pense que mes deux acolytes aussi et je pense que les viewers aussi. Donc, si vous voulez continuer pour plus tard, hein, éventuellement pour la Ligue des Champions, de temps en temps quelques championnats ou quoi. Moi, je suis pas contre. Je trouve que c'est vraiment une émission super et je prends vrai plaisir à le faire. Voilà, c'est la petite, tu vois, la petite perche Non, mais tendue. tu as raison, Je- en plus, ça marche bien sur les replays. Là, on monte à 15 000 viewers, en comptant les replays. Donc voilà, il faut que ça continue pour qu'on ait plein d'arguments pour Ouais, que cette émission, continue à avoir lieu dans au moins les soirs de gros matchs. je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. En tout cas, ce serait vraiment un bonheur. Donc, merci à vous de nous avoir suivis encore une fois. Le Stand Tactique, c'est fini pour ce soir. On se retrouve mardi pour le débrief de la première demi-finale Croatie-Argentine et mercredi pour France-Maroc. Gros cœur sur vous. Passez une bonne fin de soirée et on vous dit ciao, ciao. Salut!